Bonsoir à tous, bienvenue dans les chroniques du Commandeur. On est ce soir en live pour l'annonce du comité du 25 juillet 2022. Avec ce soir évidemment toujours des membres du comité et un joueur qui va venir pour parler, donc échanger avec le comité. Il a récupéré quelques questions en tout cas et voilà, donc il va y avoir un petit échange comme ça. Le live comme d'habitude, deux parties. Une partie où où le comité va parler, faire l'annonce, etc. Et une partie où après on ira sur les questions-réponses. Donc n'hésitez pas à venir sur le Discord en tout cas. Vous pouvez évidemment poser les questions ici, mais en général il y a beaucoup de monde, donc c'est pas dit que la question passe à la trappe. N'hésitez pas à venir sur le Discord de la chaîne. Vous avez donc accepté les rôles et il y a un salon questions-discussions tout en haut du Discord. Vous pouvez poser vos questions là et on les fera en temps et en heure à ce moment-là. Donc n'hésitez pas pour ça. Euh, quoi dire de plus? Déjà bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Voilà, on lance on dit déjà bonjour avant, c'est quand même mieux la politesse. Et puis je pense qu'on va pouvoir y aller. Je remercie tous ceux qui ont follow dans le début de ce live. J'espère que tout le monde va bien et que les attentes seront au rendez-vous pour tout le monde. Hop. Et donc on est ce soir en live avec Florian Trott, Moondust et Askeladon. Bonsoir à vous trois, est-ce que vous allez bien? Salut, bah moi ça va top. Tout le monde est au top? Ouais, tout le monde est au top, moi ça va super aussi. C'est super. Et ben franchement, je suis ravi. Voilà. Je suis ravi que tout le monde soit de bonne humeur avant le live, parce que souvent, quelquefois, ça change après. Au moins, c'est bien. Est-ce que, un peu avant l'annonce, c'est l'un de vous qui appuie sur le bouton rouge, c'est ça? Parmi Florian et Moondust? Non. Ah. On sous-traite. Vous sous-traitez, très bien. Ouais, très vite, c'est très bien. Avant le lancement, si possible, est-ce que vous pouvez en dire un peu plus sur l'annonce, sur ce soir? En tout cas, est-ce que ça a été compliqué? Est-ce qu'il y a eu des débats très longs? Moins que d'habitude, j'ai l'impression. On a plus facilement convergé vers des points de vue. On n'a pas eu l'occasion d'aboutir sur toutes les situations, mais en tout cas, on a réussi à produire un travail assez rapidement, un résultat assez rapidement. Si on pourrait toujours débattre sans fin sur les débats, mais en tout cas, le minimum, le prérequis qu'on s'était mis de moins statuer sur différentes cartes a été atteint assez rapidement. Je sais pas ce que tu en penses, Florian. Oui, c'est ça. On a pu mettre en exergue des cartes très, plutôt notables. On a échangé dessus. Nos points de vue ont convergé à certains moments. Sur d'autres, des divergences sont apparues. Et on n'a pas réussi à statuer, mais à établir une conclusion sur le sujet. On espère qu'elle conviendra au plus grand nombre. Ok, très bien. Donc, du coup, est-ce que vous êtes confiant ce soir? Est-ce que vous pensez que... Confiant? Bah, moi, c'est-à-dire Je sais pas. Je pense pas qu'on peut déstabiliser. Après, voilà, une banlist, des choix, c'est toujours une orientation. Il y a toujours une part du subjectif. Hein. Comme je dis souvent, vous mettez 4 bons joueurs de Magic et vous leur posez une question simple par rapport à un choix de règles. Je suis pas sûr que vous ayez 4 fois la même réponse. On sait pourquoi on a fait ça, on sait pourquoi on n'a pas fait d'autres choses. On a une ligne claire que normalement on devrait tenir. Ça va pas forcément exprimer des opinions personnelles, mais on a les armes et les arguments pour les défendre. Après, oui, il y a toujours des choix et choisir, c'est renoncer. Donc, il y a toujours à redire sur un choix qu'on porte. Askeladon, Jules, est-ce que tu as... Les pronostics? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon, à quel point est-ce que j'ai le droit de pré-shot l'annonce? Je pense que je vais essayer de rester dans des choix faciles. Je pense qu'il va y avoir un ban Minsk. Et il est possible qu'on ait des discussions par rapport à des cartes assez représentées dans le format et qui suscitent beaucoup de débats. On en avait d'ailleurs parlé à Châteauroux
durant l'Universal Prime Fest. Big up à Cléomen. Je pense que les deux cartes dont on peut parler à côté de potentiel ban, ça va être Underworld Breach et Blood Moon, et même si c'est pas Breach en elle-même, ça va être le deck Will de Calurus, 4 couleurs contrôle, qui va tuer avec cette Breach. Donc voilà, mais je pense qu'aujourd'hui ça va être surtout focus sur le ban de Minsk en termes de décisions concrètes. Et ensuite de la discussion, ça nous permettra d'avoir un avis du comité sur différents sujets, je pense. Et de ton côté, tu ne penses pas que Raffine peut être banni? Non, je pense pas. Raffine, c'est un deck puissant, mais c'est acceptable. En tout cas, ce qui me fait penser ça, c'est que pour les derniers tournois auxquels j'ai participé, j'ai décidé de pas jouer Raffine parce que je considérais qu'il y avait des decks un peu mieux placés. Et c'est un bon indice pour garder le deck dans le format. En tout cas, à mes yeux et uniquement de mon point de vue. Mais je pense que c'est également un deck qui peut être attaquable via différents angles. Et peut-être que les manières de battre ce deck n'ont pas encore été trouvées par tout le monde. Donc, je pense qu'il faut au moins lui laisser un peu de marge de manœuvre, au minimum 2 mois de plus. Sinon, simplement laisser le deck dans le format, accepter qu'on est Esper Tempo, avec une CZ, avec un drop 3 qui certes défend un petit peu, mais ça reste un drop 3 qui tape juste à 1. Voilà. Et à l'inverse, qu'est-ce qui te convaincrait que Minsk et Boo soient bannis? Je pense que Minsk et Boo, c'est un deck qui performe très bien, qui va centraliser le metagame autour de lui. En tout cas, tout le monde est obligé de respecter sa présence. On peut pas arriver en tournoi et dire non, mais c'est bon, Minsk et Boo, c'est pas un deck, c'est pas grave, je ne rentre aucune carte, ou je ne m'adapte pas à sa présence. Donc je pense que c'est déjà un point négatif pour le deck. Et à côté de ça, je pense que les listes qui sont jouées, ou en tout cas que j'ai vu passer, sont le plus souvent non abouties ou en cours de construction. Et voir un deck qui performe aussi bien, qui a des taux de conversion assez grands et une présence assez grande, parce qu'un taux de conversion ça veut rien dire s'il n'y a que 5 pilotes dans une salle. Donc je pense que le fait qu'il y ait déjà des warnings par rapport au deck alors qu'on n'en est qu'au début de son build et de la manière de le jouer, c'est trop dangereux pour qu'on le garde dans le format. Et à côté de ça, je pense que Minsk et Boo, c'est un deck qui est beaucoup moins intéressant, qui apporte beaucoup moins de choses au format que Raffine. Vous êtes énormément ce soir au passage, hein, d'ailleurs c'est impressionnant de voir que ça augmente à chaque fois. Donc ça prouve que le Duel Commander en quand même intéresse beaucoup, et en tout cas au moins les annonces. C'est pas juste pris à la légère, il y a beaucoup de gens qui viennent sur ces soirées-là pour discuter avec vous et voir un peu et savoir plus que juste avoir un petit texte. Donc merci à tout le monde d'être là et merci évidemment au comité de venir s'exprimer sur la chaîne. Ok, alors attention, annonce, on fait apparaître pour tout le monde ici présent. Alors les bans et annonces de juillet nous donnent aucun rule change, un ban de Minsk et Boo. Et c'est tout. Voilà. La prédiction s'est terminée d'ailleurs dans la foulée. Très bon timing, évidemment, de ma part, très bien calculé. Et qui disait qu'il y avait une grosse annonce à 54%. Les gens ont répondu non. Je pense qu'on n'est pas sur une grosse annonce. Est-ce que les invités de ce soir peuvent me confirmer ou me déconfirmer cette prédiction? Petite annonce à mes yeux, petite annonce. Moondusk Florian, est-ce que c'est une grosse annonce pour vous, qui avez plutôt l'habitude de faire des annonces? Au vu des cartes discutées, non, c'est une annonce standard. On a réglé le problème du moment. Bon, et bah c'est non. Bravo à ceux qui ont répondu non. Et bah je vais vous laisser et bah du coup expliquer un peu Minsk et Boo plus en détail et si vous avez autre chose à dire, et sinon on attaquera directement les questions avec Askeladon et le chat. Alors, Ce qui est beau en quelques mots, c'est pas tant l'archétype Grul qui est, je trouve, pas encore assez fourni, étoffé en Eternal pour être puissant. Ça reposait vraiment sur une command zone qui est à la fois capable d'être très explosive, très résiliente, relativement dure d'interagir avec, et surtout qui vraiment brille dans tous les match-ups. C'est pas une command zone de pur aggro qui va stumble contre contrôle, elle vraiment à plusieurs angles d'attaque. En fait, c'est la somme de ces mini-avantages qui fait que c'est devenu problématique, quoi.
C'est pas vraiment un seul angle d'attaque trop fort, c'est plein d'accumulations. Ça peut être un Minskebu très rapide. C'est deux menaces posées en un tour. C'est plein de petites choses qui ont fait que ça a conduit à ce ban. Vous voulez rajouter des choses, Florian? Alors, toi, tu as plutôt résumé l'essentiel concernant la carte. Après, il y a eu plusieurs réflexions de notre côté. C'est est-ce que le problème lié à cette carte, c'était intrinsèquement cette carte-là, ou est-ce que c'était le fast mana qui pouvait entourer la carte? Et dans ce cas-là, qu'est-ce que c'est que le fast mana? Où sont ses limites? Est-ce que c'est juste les guides spirituels? Est-ce que c'est les guides spirituels plus Lotus Pétale? Est-ce que c'est aussi les terrains qui peuvent produire 2 mana? Est-ce que c'est des créatures qui sacrifient une forêt pour faire 3 mana? Et la carte, malgré tout, bah, c'est une carte extrêmement récente. Donc, de notre côté, on a essayé de produire un résultat, malgré tout, rapidement, puisque cette carte, elle a impacté les tables de jeu aussi vite qu'elle ne fut publiée. Et on a estimé prudemment que c'était plutôt cette carte-là qu'il fallait bannir, pour toutes les raisons évoquées par Florian. Rien de plus, du coup. Est-ce que le manque des éléments? Ah non, moi c'est juste savoir si vous voulez qu'on passe aux questions-réponses tout de suite ou si vous avez encore. Jules, t'aurais des questions par rapport à cette banlist? Bah, je pense que c'est des questions auxquelles on va venir juste après. Toi, ton ressenti j'essaye de- global déjà sur cette annonce? Bah, moi je tant vous que l'ai dit, joueur. c'est l'annonce. Je pense que c'était l'annonce la plus probable. En tout cas, c'est celle qui fait le plus sens au vu des résultats du deck, au vu de son positionnement dans le format. Il y a l'une des questions qu'on peut voir dans le chat et qui peut susciter pas mal le débat qui a également été fait par Trot. C'est le fast mana. Il me semble que bannir le fast mana, qui sont quand même pour la grande partie des cartes très médiocres. Lotus Petal, certes, ça va impacter Breach et donc ça aurait été un double ban si on veut. Mais pour empêcher Minsk d'arriver si tôt, il aurait fallu ban énormément de cartes avec un power level très faible. Je pense que c'est assez peu cohérent par rapport à ce qu'on veut faire. Sachant que si le fast mana était si problématique que ça, on le verrait présent dans beaucoup de decks. Et on verrait par exemple d'autres synergies Stompy en abuser. En l'occurrence, ce n'est pas le cas. Donc je pense que le fast mana n'est pas un problème. Surtout que tout ce qui était jugé comme étant trop fort dans le fast mana, on parle évidemment des Mox, de Chrome Mox, en plus du Power 9, voire même de Grim Monolith, Lady dans une certaine mesure, Mox Diamant, ont été bannis pour ces raisons-là, parce que c'était des cartes qui étaient intrinsèquement trop fortes et qui accéléraient trop les parties d'un seul côté de la table. Le fast mana dont on parle ici, c'est un fast mana avec un power level très faible. Il me semble pas que cela pose problème. Et quand bien même, je pense que Minsk pourrait être comparé à Winota, voire même aux autres gros drop 4 du format. Même Speaker Vanifar, c'est un petit peu différent, mais il y a également cette idée-là. C'est un drop 4 qui va avoir un impact énorme sur la partie, notamment quand il va survivre un tour. Il va demander une réponse immédiate et spécifique. Sachant que là on parle uniquement d'une CZ qui va centraliser toute une partie, mais il reste un 99 à affronter. Et même si Grul c'est pas les meilleures couleurs de Magic l'Assemblée, ça reste des couleurs qui permettent de curver, qui vont avoir des dorks pour accélérer des 3 drops. Donc voilà, je suis simplement satisfait de ce ban. Et je pense que c'est donc maintenant place au débat. Ouais, on dit pas que la carte est impossible à battre, loin de là, mais Non, on peut la battre, absolument. l'intérêt stratégique des parties qui était plutôt limité lorsqu'elle était là, dans le sens où, comme tu le disais, la carte est vraiment écrasante dès sa résolution et qu'elle demande des moyens de gestion assez peu conventionnels, puisque certes c'est un Planeswalker, certes on peut l'attaquer, mais elle crée aussi un bon bloqueur et tout le plan de jeu qui est à côté permet de la déployer quand on veut. Tous ces éléments mis à bout en fait font que c'est probablement plus intéressant un format sans cette carte dans la commande zone. On arrive à la fin du sondage de ce soir de savoir si l'annonce a plu. Plutôt négativement finalement. On est en France. On est en France, effectivement, ça fait débat. On est à plus d'une 60% de %, comme quoi la banlist est insuffisante. Visiblement, effectivement, les gens voulaient un peu plus.
Alors du coup, peut-être qu'il y aura grosse annonce en septembre. Euh, On peut attaquer les questions. Est-ce que, Askeladon, tu avais des cartes que tu souhaitais Alors, en tu l'occurrence, souhaitais, quelque chose que j'aimerais bien faire, avant que moi je commence à parler de mes différents souhaits, ce serait peut-être laisser la place au comité de nous parler des débats qu'il y a eu en interne. Je sais au moins que les cartes discutées pouvaient être Breach et Moon. Si vous voulez d'abord commencer par ça, parce que c'est des sujets que vous avez estimés importants à évoquer en interne, je pense que ça serait une bonne chose. Et ensuite, moi je vous suggérerais quelques cartes, quelques unban notamment, qui me paraîtraient intéressants. Alors, je vais juste prendre la parole concernant une de ces deux cartes. J'ai pas le sentiment qu'il y ait autant d'importance que ça à apporter à l'une de ces deux cartes qui peut être Blood Moon. En fait, j'ai participé donc au tournoi à Châteauroux et c'est vrai que au vu de la présence de Minx, bon nombre de parties ont pu se terminer comme étant des non-parties qui avaient été jouées de par une Blood Moon ou un Magus of the Moon ou même un Minx Embu extrêmement rapide. Et cela pouvait engranger une frustration plutôt notable de la part des joueurs-joueuses, dans le sens où très peu de tours dans la partie étaient joués et à partir de là, extrêmement peu de contre-mesures pouvaient être déployées contre ces cartes si elles étaient jouées très tôt ou même dans un délai juste convenable. Une Blood Moon qui se résout, ça peut être une partie qui s'arrête immédiatement, de même qu'un Mix and Boo. Et à partir de là, une réflexion est née. Est-ce que cet ensemble de cartes porte véritablement quelque chose au format? Est-ce que ça rend des games intéressantes? Est-ce que c'est véritablement un point positif? Et c'est vrai que de mon côté, j'ai pu échanger avec pas mal de monde à ce sujet. Et ça a amené cette réflexion de la présence de Blood Moon dans le format. Après, c'est quelque chose d'extrêmement nouveau. C'est peut-être quelque chose, moi, de mon côté, que c'est plus mes émotions qui ont ressurgi plus que de la réflexion. Et c'est vrai que du coup, ça a été une carte dont j'ai pu débattre en interne. Et on est arrivé à la conclusion que bannir Blood Moon là, c'était probablement pas la bonne solution. Ensuite, tu mentionnais dans le grand ensemble on va dire le jeu Breach, un jeu combo. Alors, par rapport à ça, j'aimerais juste faire une précision là-dessus. Et notamment, ça va rejoindre mon avis. Moi, je pense que oui, Lucaliurus aujourd'hui n'est pas quelque chose de nécessaire à ban directement. C'est un deck très fort, mais que c'est pas aussi important que Minsk, par exemple, à bannir. Néanmoins, je pense que la carte en elle-même Underworld Breach ne devrait pas être dans le format. Je te laisse continuer là-dessus. C'est une carte qui a été discutée littéralement chaque annonce du comité. Et à chaque fois, soit les avis divergeaient, soit il manquait un petit peu trop de présence de la carte, ou en tout cas d'impact dans le format. C'est un jeu qui existe, mais qui existe principalement qu'en France, qui est très peu joué, mais qui fait de très bons résultats actuellement et qui a fait de très bons résultats dans le passé. Après, si on regarde un peu plus loin, eh bien, les jeux strictement combo dans le format, il n'y en a pas beaucoup. Ça fait que ça peut être un archétype intéressant qui peut servir de prédateur à d'autres jeux, ou en tout cas un jeu auquel la communauté doit se préparer. Ou alors on peut aussi axer notre réflexion sur un autre axe, c'est-à-dire si ce jeu est vraiment trop problématique, eh bien quoi entraver? Est-ce que c'est la carte en elle-même? Est-ce que c'est un des éléments de la combo? Et, on peut penser alors au Fast Mana engendré par Lotus Petal. Est-ce que Lotus Petal, c'est une carte qui a un effet positif sur les parties, qui les rend plus intéressantes, plus stratégiques? Et ça a été une des réflexions à nouveau qui a été amenée sur le tapis de notre côté. Et les avis étaient plutôt partagés pour situer le cœur du problème, si problème il y avait. Et en tout cas, on n'a pas réussi à aboutir à un consensus à ce niveau-là, si consensus il devait y avoir. Moondust, est-ce que tu veux rajouter des choses sur ces deux cartes-là? Par rapport à Breach, je trouve que c'est important d'avoir un deck combo dans le format.
et pas un deck combo créature. Si on commence à trop jouer à grinding l'assemblée ou à faire que dans tous les match-up, le mass removal soit une bonne carte, ça va être trop compliqué pour aggro de survivre en Eternal. Euh, et du coup, maintenir un deck bridge comme ça qui peut tuer vite, mais c'est quand même pas sa principale force, hein. On parle de kill standard T4, T5, on va dire. Plutôt vers le T5, j'ai l'impression, dans mes tests. Après, Jules sera sûrement plus à l'aise que moi pour Ouais, en parler. absolument, absolument. C'est pas non plus d'une vitesse dingue, donc ça va permettre ça laisse une fenêtre aggro pour s'exprimer. J'entends, hein, c'est pas un deck plus full combo, il y a de la gestion, il y a de l'interaction. Bon, ça joue un petit peu à Magic. Ça reste oppressant, normal, c'est un deck combo, mais pour moi, c'est important que ce genre de deck existe parce que je pense que c'est par la présence de ce deck et l'épanouissement de decks de ce genre que du coup, bah, Control va éventuellement devoir se réadapter en jouant un petit peu moins de Mass Removal. Ça va laisser une fenêtre pour aggro. Alors, je sais qu'il y a des gens qui aiment pas trop qu'on fasse des plans sur la comète comme ça. Mais bon, le deck n'étant pas écrasant à l'heure actuelle, voyant cette opportunité, je trouvais ça intéressant de laisser Breach tel que dans le format. Et Moi, par rapport à j'aimerais. Moon, c'est une des Vas-y. dernières. C'est compliqué de jouer bicolore aggro dans le format. Bicolore aggro, ça passe souvent par la couleur rouge. Et les manavas sont pas stables, les spells sont pas d'un power dingue. Et alors, c'est pas forcément une bonne raison pour garder une carte, mais c'est Blood Moon et c'est un des derniers bastions qui permet à ces decks d'exister. Toujours de l'adaptation possible, hein, face à Blood Moon. Justement, on en discutait, on parlait de la liste de Raffine de Crime Lune. On voit qu'il y a des slots, c'est un peu greedy pour gagner des micro-pourcentages en miroir, quoi. Ton Castle Ventress, ça pourrait être utile quand même, tu déconnes pas, quoi. Enfin, peux faire quelques petits efforts pour essayer de combattre Blood Moon. Alors, je dis pas que tu deviendras archi positif face à Blood Moon et qu'une Blood Moon T3, tu vas dire je m'en fiche, mais on se faisait la remarque, non, mais quand même, c'est possible de faire des efforts ou d'essayer en tout cas. Là, les joueurs, ils essaient même pas. Et si jamais Blood Moon devient banni, ça va être la foire d'empoigne. Enfin, dépasse tout Exile, ils vont devenir le meilleur removal du format, genre pourquoi jouer un basique, quoi. Et donc ça permet des choix pendant la construction du deck, des choix pendant la construction de la mana base que je trouve intéressant. Et mais après, comme tout, c'est sujet à débat. Et je comprends la frustration de spawn des Blood Moon. J'en ai beaucoup souffert moi aussi. Même si au dernier tournoi, j'étais plutôt du côté de ceux qui l'a joué. Alors, je vais prendre une question dans le Discord, du coup. Question de VAME, si je le prononce bien. Petite question, pensez-vous un jour retirer tous les sorts à zéro? Alors, la question, elle est un peu. Il n'y a pas vraiment marqué retirer tous les sorts à zéro de la banlist ou retirer tous les sorts à zéro du duel commander. Est-ce que vous avez une réponse à cela? Qu'est-ce qu'un sort à zéro? Je pense que c'est les Mox, mais je suis pas sûr. Effectivement, la Non, question. moi je pense que la question est orientée sur les sorts gratuits comme Force of Will, Deadly Relic ou Flawless Maneuver dont on entend un petit peu parler, notamment par la popularité de Raffine. Je pense que il s'agit pas là d'unban mais plutôt de ban, donc tous les sorts qui ont un coût alternatif. Alors, on répond dans le chat également, je pense que c'est effectivement parce qu'on dit Force of Will. Et Force of Les Négation, cartes tout ça. comme Force of Will, Force of Négation, Solitude, Supplity ou Fury sont en aucun cas des cartes gratuites puisqu'elles demandent de dépenser une autre carte à côté. Cela dit, je comprends ce que tu veux dire. Donc le fait de dépenser 0 mana pour faire une action, la majorité de ces cartes-là qui ne coûtent pas grand-chose pour faire un effet, elles ne sont plus dans le format. Celles qui peuvent éventuellement rester ou subsister sont des sorts gratuits comme Deadly Relic et Flawless Maneuver, ceux qui nécessitent d'avoir un général en jeu. Et donc, ça reste une contrainte raisonnable. Dans la plus facile de ces deux cartes-là, Deadly Relic. Deadly Relic, qu'est-ce que c'est? C'est un anti-créature. Et uniquement un anti-créature, donc une gestion de créature, une réponse. Et alors, je ne sais pas si je peux englober tout le monde, mais dans l'ensemble, on est plutôt convaincu que les réponses sont extrêmement cruciales à Magic the Gathering, notamment en 2022, et qu'elles ne seront jamais aussi fortes que les menaces. Les meilleures créatures qu'on préfère sont des créatures qui ont un effet en arrivant en jeu,
peuvent se rendre utilitaires dès leur cast. Et bien si en fait, si on avait le choix de jouer Retour au pays pour un mana noir ou Deadly Relic, en général dans son jeu, et bien je pense que les joueurs préféreraient jouer ce Retour au pays pour un mana noir. La contrainte du général bien, force un petit peu à jouer ce spell à un certain moment donné de la partie, et en fait lui donne beaucoup moins de polyvalence que pourrait l'être Retour au pays. Alors après, effectivement, ça peut amener un petit peu de frustration dans le sens où on a l'impression que ce sort est joué sans contrainte puisque pas de mana dépensé. Mais on va dire la contrainte d'avoir un général, si on le voit sur une situation plus globale que tour 3 le général Hunker plus Deadly Relic, si on s'imagine que le général est géré et qu'on pioche Deadly Relic, ça coûte 4 mana pour faire un removal. Ou alors c'est recast son général pour beaucoup de mana, plus avoir le droit de caster Deadly Relic. À partir de là, c'est une contrainte énorme, alors qu'on serait littéralement toujours content de payer un mana noir pour faire un retour au pays. Et c'est une carte qui gère que les créatures, à nouveau plutôt très restrictive dans sa notion de gestion. Et à partir de là, j'estime que c'est une carte plutôt raisonnable dans le format. A l'inverse, la carte blanche, qui est Flawless Maneuver, est une carte qui peut parfois s'apparenter à Counterspell, si ça contre une colère de dieu, mais encore, à nouveau, on voit ici le meilleur cas de figure, puisque les colères de dieu, il n'y en a pas vraiment qui sont jouées dans le format. Au maximum 2 dans les decks contrôle. Les autres versions, enfin les autres jeux préférant souvent Toxic Deluge ou bien des removal mono-cible. Dans ce cas-là, on est sur du 1 pour 1 et tant soit peu que ce removal mono-cible détruise la créature. On avance à Magic, plus les removals deviennent forts, comme mentionné précédemment, et donc les removals ont tendance à faire autre chose que détruire la créature. Et si on n'arrive pas à jouer notre Flawless Maneuver, bien à nouveau, toujours les mêmes contraintes, on doit avoir notre général en jeu, on n'arrive pas à la jouer, c'est une carte qui est plus que raisonnable. Moondust sur ça? Absolument rien à rajouter. Florian a très bien résumé, j'ai exactement la même position que lui. Il est fort, hein, Florian. Ah, Pardon. ça. C'est un sujet que je potasse tous les 2 mois. Donc, Tellement fort qu'on a fait un tapis à son effigie. Après, En vous fait, pouvez très bien refuser des questions si vous sentez que vous en avez suffisamment parlé sur les trucs d'avant. Mais Hein. Je rappelle, on a 2 heures de répéter, live. N'hésitez pas. Non, mais répéter, c'est intéressant et je pense que Florian a très bien résumé la position. Du coup, on va plus s'étendre là-dessus. Après, moi, j'aimerais au moins rajouter quelque chose à ce sujet. Je pense que c'est des cartes qui sont souvent citées par la communauté à cause du gain de tempo énorme qui est apporté dans les situations optimales. Typiquement, quand on joue une Raffine en curvant un Deadly Relic dans le tour, sachant que les tours 1 et 2 ont été remplis par des drops de même coup de mana, évidemment, le fait que ça coûte 0 et non pas 1 est très important. Et le gain de tempo est absolument ahurissant. Mais après, il faut aussi se rappeler que c'est uniquement dans certains match-ups. Et même si en ce moment, en Duel Commander, on joue plus à mid-range d'assemblée avec beaucoup de jeux basés sur des créatures, dès qu'on va rencontrer Control, Relic, ça va devenir une belle brique, une carte morte. Et même dans pas mal de match-ups, Relic, ça va pas forcément attraper les meilleures cartes. Donc je pense que le gain de tempo est assez orienté quand les personnes se plaignent de la carte. De même pour Flawless Maneuver, et encore, c'est même pire pour Flawless parce que le gain de tempo nécessite que l'adversaire rentre dans la carte. C'est une carte qui est d'ailleurs plutôt respectée aujourd'hui. Et même, on joue un peu à Esper l'Assemblée quand on voit le terrain qui est rempli de Will Lucalurus, Tivit et Raffine. Tous les removals sont blancs. Flawless Maneuver, c'est pas du tout une carte qui protège de sorte de clochère, Prismatic Ending, Solitude. Pour donner un autre exemple d'à quel point est-ce que la carte est sûrement surestimée, Light Pose, qui est un deck qui émerge un petit peu en ce moment, ne joue la carte que pour se protéger des removals en tout début de partie et améliorer son match-up contre Mono Red. C'est une carte qui a été jugée tout juste bonne pour passer le cut, mais absolument pas nécessaire dans le deck. Ne protégeant pas des removals qui font le plus mal au deck. Donc encore là, c'est un exemple qui me paraît plutôt intéressant. C'est un deck mono blanc qui a du coup un peu d'espace dans son deck.
mais c'est pas du tout une carte idéale. On la joue simplement pour se protéger de push et bolt dans des match-ups spécifiques. Sinon, c'est juste raisonnable comme carte. Alors, est-ce que tu as une carte que tu voudrais parler à ce qui... Justement, on parlait de réponses adaptées par rapport à des menaces jouées dans le format. Il me semble que l'une des meilleures réponses, c'était déjà le cas avant, et là j'ai l'impression que ça l'est encore plus. Une des meilleures réponses à une menace dans le format, c'est un contre, parce que les cartes qui vont être jouées vont avoir un impact tout à fait nul sur la partie. On n'aura pas de problème avec la créature qui se protège d'elle-même comme Hexproof ou Ward. On n'aura pas de problème d'arrivée en jeu, ni d'effet de mort, ni même de sac outlets à côté. Et c'est pour ça qu'une carte que j'aimerais bien voir de retour dans le format serait Cavern of Souls. Je pense que la carte permet à la fois de donner au jeu aggro ou même midrange des armes contre contrôle, pour éviter de rentrer juste dans 2 counterspells en early game, perdre tout tempo, ne pas arriver à snowball, arriver au tour 5 contre contrôle en n'ayant juste pas de pression, et perdre lamentablement, puisque contrôle a évidemment de bien meilleures armes en late game. À côté de ça, les quelques problèmes que je peux voir à la carte, ce serait dans Lands. On peut penser à Gitrog, qui se fera un plaisir d'avoir une caverne dans son deck pour pouvoir ouvrir le match-up contrôle. Mais il faut aussi se rendre compte que Gitrog a déjà un bon match-up contre contrôle. Et à côté de ça, on a des problèmes de mana base immanents dans le format. C'est aujourd'hui très compliqué d'avoir une mana base qui respecte tous les calculs qui ont été faits par les théoriciens de Magic. Et rentrer une Cavern of Souls, généralement ce sera acceptable dans les decks aggro qui vont avoir une grosse base d'humains notamment, ou d'elfes. Mais c'est pas gratuit, on pourra pas tout curver avec la caverne. Nombre de decks ont déjà du mal avec leur mana base en 2 couleurs. En 3 couleurs, ça peut être encore plus problématique. Et aggro 4 couleurs, évidemment, ne pourra pas se permettre de jouer Cavern of Souls, sauf pour essayer de polariser un peu plus ces match-ups. Je pense que ce serait un bon outil pour aggro et midrange, sans forcément changer les maths dans les match-ups lands control. J'aime beaucoup ton argumentaire. J'ai l'impression que établir le même et arriver à une conclusion différente. Tu mentionnes que Land est avantagé contre contrôle. Dans ce cas-là, aucun intérêt de remettre carte. À l'inverse, il reste les jeux agressifs, soit mono rouge, mono blanc, ou des jeux avec des cartes qui coûtent très peu cher en mana, donc des cartes qui coûtent 1, 2, 3 mana. Dans ce cas-là, les counterspells, c'est généralement pas très bien contre ces jeux-là. Et alors, je pourrais demander quel est le plan avec cette caverne des âmes dans ce jeu. Ça serait l'avoir en main de départ, donc c'est-à-dire moins de 10% des parties. Et donc ça serait pas forcément intéressant, et les fois où ça arriverait, ça rendrait, soit ça ne ferait rien, soit ça rendrait des situations de jeu encore moins intéressantes qu'elles ne pourraient l'être, puisque ça annihilerait les très mauvaises interactions possibles que pourraient avoir les jeux bleus, des créatures qui coûtent moins cher que ces contres. Et nous reste alors les jeux midrange, qui effectivement, eux, sont clairement défavorisés contre les jeux contrôle et qui ont tendance, par structure de deck, qui ont tendance à perdre contre les jeux contrôle. Et on se retrouve avec une caverne des âmes en plein milieu de ce jeu-là, ou parfois, s'ils la piochent tôt, eh bien, ça les avantagerait pour résoudre certaines créatures. Et à l'inverse, s'ils piochent pas, ça changerait pas grand-chose. Mais j'ai bien peur qu'on en arrive à ce que tu décrivais, c'est-à-dire des jeux qui feraient la course au Cavern of Souls, c'est-à-dire qui changeraient leur build pour se transformer en on fait tout notre possible pour mettre Cavern of Souls en jeu et dans notre main, pour transformer une partie interactive de Magic en une partie où il n'y a plus aucune interaction, et qu'on se retrouve avec une sorte d'emblème spell incontrable d'un côté de la table. En l'occurrence, par rapport aux structures de deck qu'on peut voir aujourd'hui, une Cavern of Souls, ça rend pas tout le deck incontrôlable, ça va rendre une partie des menaces, mais souvent ça va être une dizaine de cartes du deck, sinon le général, et notamment toi en tant que joueur de contrôle, tu le vois bien avec les cartes que tu vas lister, notamment dans SK ou dans Tivit, les réponses à une menace dans le format ne se limitent pas au counterspell. Et si mon adversaire joue un Omnat,
j'ai quand même le temps de jouer mon Go for the Throat pour éviter la catastrophe avec Land, Fetch, générer beaucoup trop de mana en plus de la carte piochée. Je Ouais, vois mais, un petit peu plus grave avec cette Cavern of Soul, tu l'as dit. Moi, je vois Humans, et Humans, actuellement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Monarch et ça veut dire Take the Initiative, 2 mécaniques qui vont juste perdre contrôle sur le spot. mm. Et il y a aussi des decks comme Lightpaw. Hein. Contre un deck contrôle bleu, si tu fais Lightpaw Renard, ou je sais même pas ce qu'il est, Fox, ouais, et que tu passes ton Lightpaw, d'ailleurs, ton removal ne vont jamais marcher, quoi. Enfin, c'est fini pour lui. Hein. Et du coup, on se poserait la question, quel serait l'intérêt, quel serait l'ajout stratégique de mettre cette carte dans le format? Est-ce que ça rendrait les parties plus intéressantes, selon toi? Moi, je pense que ce serait un ban, enfin un unban qui orienterait le format pour inciter à jouer moins de contre. Mais il y Et a déjà pas beaucoup de contre dans le format. moi, je pense qu'il y en a trop. Je pense que c'est une interaction qui est trop forte dans le format, dû au fait que ça gère tout avec une gratuité assez impressionnante. Et les seules cartes qui ne seront pas touchées, c'est les drops 1 et 2. Drop 1 et 2 qui aujourd'hui donc, sont les plus faibles de toutes les autres cartes qui sont listées dans les decks. Et notamment quand j'aborde une position contrôle dans une partie de Magic, quand mon adversaire me joue un drop 1 ou un drop 2, c'est généralement peu suffisant pour gagner la partie et je peux me permettre de l'ignorer. Aujourd'hui, les drop 1, notamment avec le ban de Ragavan, ne font plus vraiment peur. On n'a plus une nécessité de jouer plein de removal très tôt dans la game. On peut simplement se battre sur les tours 3, les tours 4, essayer de gérer un drop 2 qui est passé et qui fait un petit peu peur en début de partie, mais le gérer plus tard dans cette game, c'est suffisant. Et auquel cas, j'aimerais limiter l'impact des counterspells. D'autant plus que le Duel Commander, malgré l'aspect compétitif qui est très mis en avant, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui apprécieraient jouer leur tier 2 ou voire même leur tier 3 et avoir un avantage là-dessus. Je parle donc ici de la grande partie des decks mid-range qu'on peut voir en tournoi. Et je pense que avantager une grande partie de tier 2, de tier 3 du format sans changer les dynamiques qui vont se passer tout en haut dans le terrain, c'est plutôt un bon unban. En tout cas, j'ai l'impression que les risques de l'unban caverne ne sont pas suffisants pour la garder sur la banlist. Alors qu'à côté de ça, on a des avantages qui certes ne se ressentiront pas dans le tier 1, mais qui plairont à beaucoup de gens et qui pourront apporter des parties où on va un peu plus se bagarrer plutôt que je joue mon sort, il a pris contre, je fais ça sur 3 tours d'affilée, mon adversaire qui joue contrôle pose une menace et j'ai perdu. Pour résumer la position, je pense que l'unban de caverne, le problème c'est que ça limite l'interaction et ça limite l'interaction dans des jeux boggles ou hyper commander centriques, ce qui n'est pas bon, et d'une. Et de deux, si tu parles de contrôle en ce moment, comme vient de le souligner Florian, on vient de prendre une nouvelle belle épine dans le pied avec Takes Initiative. Hein. C'est vraiment une mécanique assez cauchemar, enfin très très embêtante pour son mât, bien plus que Monarch. Et vu que Control a déjà pris une épine dans le pied, au pire, c'est peut-être pas le meilleur moment pour discuter d'un unban de caverne. Ouais, je regarde actuellement les jeux contrôle qui font des résultats sur MTG Top 8, il y en a pas. C'est moins de 10% et c'est des jeux qui peuvent être contrôle combo. Et sinon, d'un autre côté, les jeux qui disposent de comptes, c'est les jeux raffine, où il y a au maximum 8 contres dedans. Et dans ce cas-là, je vois pas. Enfin, je comprends pas pourquoi ça serait intéressant. Effectivement, oui, dans les jeux contrôle, il y a Tivit qui représente 5% du format. Qui est probablement très attaquable sans. Donc, je pense que c'est pas un unban nécessaire, mais simplement une orientation. Sinon, dans les autres cartes que je pouvais proposer à l'unban, il y a Mox d'Opal. Il me semble d'ailleurs que c'est avec toi, Mundus, qu'on en avait discuté. Mox d'Opal, j'ai pas l'impression que ce soit un fast mana qui fasse si peur que ça. C'est une carte qui donnerait peut-être une seconde vie à Sai, en tout cas redonnerait envie au pilote de jouer la carte. Et là où cet unban pourrait me faire peur, c'est dans Kinnan. Mais Kinnan, aujourd'hui, c'est pas un deck combo très représenté, c'est pas un deck combo qui performe non plus. Et donc l'idée de Mox d'Opal n'est pas forcément de rajouter tant de choses au format et de le faire shift, mais juste de se dire pourquoi cette carte est bannie aujourd'hui. Est-ce que si aujourd'hui elle était légale, on aimerait la bannir?
Mox Opal a été banni à une époque où les decks artefacts étaient vraiment très, très puissants, hein. On parle de Urza, la période de Urza Emery, où vraiment Wizard a coup sur coup vraiment vraiment push les artefacts. Et d'ailleurs, qu'on continue encore à sortir des artefacts très puissants, hein, Kappa Cannoneer pour citer les derniers, voire Shadow Spear. On sait que un des sets qui va venir, ça va être Brother United ou Brother je sais pas quoi. Enfin bref, Brother Sword. Urza versus Mishra, où il va y avoir aussi a priori une pelletée d'artefacts. Euh, Si on reprend les paroles de Saint Richard Garfield, le mana c'est un par tour. Donc, Mox Opal contredit un petit peu ça. Après, je comprends que Mox Opal a été banni à une époque où l'artefact était très fort et depuis ça a été pas mal nerfé. Une question, je trouve, légitime de le reposer dans le format, comme la question qu'on s'est posée par rapport aux cartes rouges avant le ban de Diogo, pardon. Euh, J'entends tes arguments, je trouve pas ça irréaliste de le débannir, mais je vois pas non plus, faut pas non plus l'unban, derrière prendre un browser war avec des artefacts dans tous les sens et se dire, oups, sorry, on reban direct, quoi. C'est jamais de la bonne com et de la bonne politique. Sachant que si ça se trouve, il y aura peut-être un Mox qui sera édité pour l'occasion, connaissant Wizard. Si vous. Un Mox Commander, si tu contrôles ton commandant, t'as un Mox. Un Mox Amber, mais spécial commandant. Ça, il serait possible. Ils ont bien fait un Black Lotus. Hmm. Est-ce que du coup, il serait banni celui-là? Il me semble plus faible que Mox Opal qui est légal. Mox Amber Exemple. qui est légal. Florian, est-ce que tu as quelque chose à dire sur Mox Opal? Euh, C'est du fast mana, c'est toujours à prendre avec des pincettes. Les parties où un Mox est en jeu sont extrêmement différentes des parties où un Mox n'est pas en jeu. Effectivement, on entend parfois des complaintes sur Mox Ember qui a encore plus de contraintes. J'ai mis un avis très réservé là-dessus et pourtant, c'est vrai de pouvoir jouer Breya avec Mox Opal, mais je sais pas si c'est très sage. Moi, du coup, je vais récupérer une question qui est dans le Discord. Question... Question que vous avez déjà citée, qu'on a déjà citée plein de fois. Je pense que c'est bien pour les nouveaux joueurs de le redire un petit peu parce que c'est vrai qu'il y a une petite incompréhension sur la banlist. C'est le cas de Lutri. Pourquoi est-ce qu'il est banni en tant que commandant et dans le deck en plus de l'être en tant que compagnon? Est-ce que vous avez question de framboise verte? Moi, je veux que tous les gens qui demandent ça, si un jour on fait ce changement de règle, jouent Lutri à leur prochain tournoi pendant un an. Vendu, Flo. Je pense. Et je suis tellement chaud pour cette idée que je pourrais même, si ça arrive, te faire un quota de top 8 ou un minimum de résultats, un minimum syndical pour te montrer que le deck est bien et que ça apporte vraiment quelque chose au format de pouvoir jouer Lutri, au Oui. moins en tant que commandant. Et vu que tu vas dérouler tous les tournois avec, on pourra le rebannir sereinement. Parfait. Mais auquel cas, on aurait une vraie raison plutôt que oh là là, ça prend trop de place sur la banlist, j'ai pas envie d'écrire des lignes en plus. Pas vraiment une question de place, c'est surtout une question de lisibilité. Ça peut pas être un détail pour vous, mais qui est franchement très bien impliqué dans le format, mais c'est vraiment un détail. Je suis assez convaincu et si tu veux, on testera en off que Lutri n'existerait pas en tant que commandant. Et ouais, pour faciliter cette lisibilité, effectivement, on a fait ça. C'est vraiment important à la communication, d'avoir une communication claire et compréhensible par tout le monde rapidement. Et le joueur vaut pas la chandelle, honnêtement. Et autant être le plus clair possible. La com, c'est vraiment très critique, très compliqué. Et si on peut faire des choses simples, faisons-les simplement. Florian, est-ce que tu as quelque chose de plus que ce que tu as déjà dit avant ou qui a déjà été dit ici? Il a tout dit. Parfait. Je vais en profiter, je vais lancer une autre petite question rapidement. Faut que je les cherche en même temps. Est-ce que Wilson est surveillé? Question de Gakkouille.
Est-ce que Wilson, le petit ours brun incontrable avec Ward 2, portée vigilance piétinement, est-il surveillé parmi le comité? Les membres du comité. Historiquement, on a vu qu'Exproof en command zone, c'était une capacité vraiment pas souhaitable. Ward 2, c'est pas Exproof, hein, je le sais bien, mais ça induit des plays ça induit des builds pas très interactifs et donc pas très intéressants, je trouve. Mais bon, pour l'instant, les builds optimaux qui perdent n'ont pas été trouvés. Du coup, on va encore laisser un peu le temps de s'exprimer. Et oui, je me répète, Ward 2, c'est pas Exproof. On peut tout à fait interagir avec, même si il est surveillé. Florian? Bien, il a tout dit, à nouveau. Très efficace et très pertinent. C'est incroyable. On va finir à l'heure. Et pourtant, il y en a beaucoup des questions. Ask, Plus de à temps, ton plus tour. de questions. C'est effectivement ça. Ask, à ton tour maintenant. Écoute, pour rester sur des cartes qui n'apporteraient pas énormément de choses au format, mais que j'aimerais bien voir unban, la question de Imperial Seal sur cette banlist me tracasse toujours, sachant que la carte ressemble très fortement à Demonic Tutor en pas bien, que les questions d'accessibilité ont été en partie réglées avec son reprint récent, ce qui fait que moi c'est clairement une carte que j'aimerais voir dans le format, et j'aimerais beaucoup plus la voir que Demonic Tutor. Si on me demandait de faire l'échange, je pense que je signerais direct. Les contraintes de la carte, malgré le fait qu'elle coûte qu'un seul mana, me semblent trop fortes pour que ça puisse faire peur. Et c'est également un up à combo, beaucoup plus qu'à tous les autres archétypes. J'ai du mal à voir aggro ou contrôle, vouloir lister Imperial Seal qui fait du discard advantage, en plus de devoir presque annoncer ce qu'il va mettre en top dû au côté sorcerie de la carte. Est-ce que vous avez un avis sur Imperial Seal? Les arguments sont tout à fait pertinents, modulo prix qui reste extrêmement élevé de la carte. C'est vrai que c'est un Demonic Tutor qui est juste moins bien. On n'a pas parlé récemment. On avait évoqué un moment l'éventualité possible d'un swap Demonic Tutor. Malgré tout, ça serait une carte, effectivement, comme tu le mentionnes, qu'on ne verrait pas dans tous les decks. Inverse de Tutor. Et on va dire que le cas de Demonic Tutor n'est pas réglé, n'est pas figé. Pas encore si c'est une carte souhaitable dans le format ou si c'est une carte qu'on apprécie puisqu'elle rend des parties, on va dire, soit atypiques, soit spectaculaires. On est un petit peu partagé là-dessus. C'est vrai que question unban, on pourrait aussi remettre le sort que tu évoques dans le format d'un coup. C'est vrai, je n'a pas considéré. Généralement, il est aussi vrai qu'on essaye de faire des annonces de trois types, celle où il n'y a pas de changement sur la banlist, celle qui a des changements plutôt légers, celle d'aujourd'hui, ou à l'inverse, des annonces qui remuent un petit peu plus le format. Là, il fait Et trop chaud dans pour ce cas-là, remuer. peut-être que grosse annonce sera le retour de Imperial Seal. Mais en l'état, la carte reste malgré tout relativement difficilement accessible. Ça peut coûter encore 100 balles. Ça coûte 80 balles, il me semble, 80-90. Ce qui me semble être un prix tout à fait acceptable en termes d'accessibilité. Sur MKM, là, je scroll et je n'en vois pas le bout. Alors que avant son reprint, je suis tout à fait d'accord, c'était une plaie d'en trouver une copie. Alors que ici, c'est vachement simple de s'en procurer une. Je note les retours sur mon micro, j'essaie de le rapprocher de ma bouche. En tout cas, le chat était plutôt du côté du comité sur la question d'un retour d'un énième tutor, un tutor noir en tout cas. Alors, je vais chercher une question, question concernant. Alors, hop. Question. Donc celle-là c'est faite.
Pardon. C'est vrai que toutes les problématiques de unban qui peuvent paraître simples dans le sens où voilà, la carte unban, la carte est disponible, ça va pas changer grand-chose, c'est juste un petit bonus. Pour nous, on voit pas du tout ces problématiques-là comme aussi simples. Euh, Parce que on essaye de prendre conscience que ça va impacter des milliers et des milliers de personnes. Et donc, soit peut-être frustrer des gens, parce qu'il y a peut-être des gens qui ont ouvert cette carte dans des boosters et qui, du coup, se sont dit ah, bah, elle est pas valable dans mon format favori, du coup, bah, je vais la revendre pour pouvoir m'acheter d'autres cartes. Du coup, ils la vendent pas vraiment cher. Après, ils doivent la racheter. Au final, peut-être que la carte, elle serait dispo dans le format et puis pas si intéressant. Donc, à l'inverse, il y a des gens qui pourraient l'acheter et finalement pas la jouer. Euh, on essaye d'être extrêmement précautionneux, en tout cas, avec tous les changements et notamment, plus particulièrement, je dirais les unbans que les bans. Et pourtant, je suis un des fervents défenseurs des unbans dans le groupe. Peut-être celui qui en suis le plus motivé. Mais on essaye vraiment de faire attention à toutes les implications que ça pourrait avoir et on prend vraiment aucun unban à la légère, même si on est parfois conscient que certaines cartes, peut-être, pourraient ne pas être sur la banlist. D'ailleurs, ça me fait penser que Imperial Seal aurait une place toute trouvée dans le Grist, et sûrement le deck qui peut le plus abuser du fait que la carte aille on top et non pas dans la main. Et je serais très content de pouvoir ajouter un Imperial Seal à mon deck, au moins pour essayer de le faire toucher, gratouiller le tyran. Alors, question de Louis Guichard, Imperia 86. Est-ce que le comité pourrait apporter quelques points rassurants pour les gens apeurés par Raffine à la suite de ce ban de Minsk et suite à ce qui a pu être observé par sa grosse présence en top 8 lors du dernier ZAP qui a eu lieu au début du mois? Raffine, ça reste un Esper aggro. C'est pas vraiment le point fort d'Esper historiquement à Magic. Jouer avec des permanents, interagir avec des permanents, c'est pas là que ça brille le plus. Alors, oui, il y a des bonnes cartes dans le deck, mais quand je vois que dans les 99, il y a des cartes comme Ferry Vandal, je me dis quand même que bon, on peut faire mieux, quoi. Donc, c'est pas là que l'archétype brille le plus. Ça reste attaquable, faut voir comment. Dernièrement, dans les tournois auxquels j'ai pu participer avec Minsk, c'est sûr, c'était trop compliqué de répondre à un terrain aussi divers avec un deck Storm, un deck Raffine, un deck Minsk qui demande des réponses très variées. J'ai l'impression que de plus en plus de gens commencent à comprendre qu'il faut attaquer les bêtes autour de Raffine et pas forcément Raffine. Que le deck ne défend pas hyper bien. Oui, Raffine c'est 1-4, mais alors 1-4 ça tue pas grand monde et jouer des walls dans un deck tempo, c'est pas là qu'on va briller le plus. Donc il est un peu. Ouais, il brille un peu moins quand il doit défendre. Donc à voir, il y a des choses à creuser, des choses à faire et. Pareil, peut-être un petit vite, pareil, colère de Dieu, ça impacte beaucoup le jeu. Raffine a beaucoup de mal à remonter après une colère, même s'il va tout faire pour pas qu'elle se produise. Donc, ouais, il y a des angles d'attaque par rapport à ce deck. Et voilà. T'as des choses à rajouter, Flo? Ouais, comment dire, là, enfin, lors du tournoi du ZAP, le format était légèrement différent puisque Miss n'était pas dans le field. Malgré tout, Miss n'était pas dans le field, ça veut dire que Mono Rouge était dans le field. Comme le disait Florian, Raffine, c'est quand même un jeu qui va de l'avant, surtout pour un jeu Esper. C'est-à-dire que c'est un jeu qui doit être l'agresseur. Les listes actuelles ont plutôt tourné vers l'attaque que vers un build un peu plus contrôlish. Et c'est donc un jeu qui a assez de mal à se défendre et donc qui a des mauvais match-ups qui sont soit les jeux agressifs, soit les jeux qui vont swarmer. Et du coup, bah, peut-être que entre un retour de Mono Rouge, un retour de Grist, c'est un jeu qui sera légèrement contrasté. Et surtout, comme l'a mentionné Florent, c'était extrêmement difficile pour nous d'évaluer deux éléments en même temps. C'est-à-dire, si aujourd'hui, lors de cette annonce, à la fois Minx et à la fois Raffine disparaissaient, il nous aurait été impossible de déterminer si Raffine était trop puissant ou comment dire, trop néfaste au format. Et là, peut-être que se donner 2 fois de plus, c'est peut-être plus intéressant. On a aussi le fait que le Raffine, c'est un jeu plutôt récent, peut-être que les gens ne s'étaient pas encore adaptés ou ne savaient pas encore comment ça fonctionnait. Et donc ce temps-là qui peut être dégagé, peut être favorable.
Et enfin, je terminerai en disant que, eh bien, on est en 2022, Wizard print de plus en plus de bonnes cartes, que ce soit dans les decks ou dans les command zones. Et si on veut retenir la montée du power level, très bien, pourquoi pas, mais du coup, quelles sont les têtes à couper format et est-ce que c'est vraiment la bonne direction à prendre ou est-ce qu'il faut accepter tout simplement que les cartes deviennent de plus en plus puissantes et que le format en 2022 n'a rien à voir avec le format de, par exemple, 2014 ou 2015. Voilà, c'est les interrogations qui ont émergé et qui ont mené à la conclusion que Raffine ne devait pas disparaître ce soir. Peut-être qu'on se plante complètement, mais et en l'état convaincu que c'est la bonne direction actuellement. J'ai une question concernant les bans d'accessibilité qui me vient du chat de Antoine Chapeau. Est-ce que vous avez plus de précision sur la barre, le niveau à partir duquel on considère qu'une carte est inaccessible et suffisamment inaccessible pour qu'elle apparaisse sur la banlist? Ça va être c'est compliqué. On n'a pas de règles immuables. Non, on n'a pas de règles. On évite de le faire. On a essayé avec le ban de bazar, on a essayé de faire un peu une pierre de coups pour éviter que des gens commencent à investir dans des bazars ou soient frustrés par le ban de bazar parce qu'il y a un deck qui tourne avec. Euh, je dis- c'est quelque chose qu'on n'est pas content de faire, hein. On aime bien jouer avec nos jouets et nos vieux jouets, mais et qu'on va essayer d'éviter de faire le plus possible. Mais le problème, c'est qu'on peut pas parier sur les spéculateurs. Pas parier sur l'avenir de Magic, de combien ça va coûter. On peut pas mettre un prix parce que le jour où Underground Sea va franchir ce prix, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est pour ça que c'est compliqué de mettre des règles parce que c'est pas quelque chose qu'on maîtrise. Ok. J'ai peut-être une autre suggestion d'unban, histoire de finir les quelques cartes que j'avais sur ma liste. Je pensais à Loyal Retainers, donc qui est cette vieille carte de Portal Tree Kingdom pour 3 mana, une 1-1. On peut sacrifier pour réanimer une créature légendaire. La carte me fait assez peu peur par rapport Ouais, aux mais autres sorts de réanimation dans le format, mais elle me pose une question qui est Survival of the Fittest. Et est-ce que un jeu avec survie, Loyal Returners et une Yona par exemple ou un Griselbrand serait si fort que ça? Voilà, question assez ouverte là-dessus. Je suis pas convaincu que l'unban soit bon, mais c'est au moins une carte dont j'aimerais entendre parler. en plus, Loyal a été réédité, il me semble, récemment, ce qui a dû aussi impacter son prix. Alors, Alors, elle a été rééditée en Masterpiece. Après, les prix de Retainers, c'est moins de 50 balles, quasiment peu importe la version. Il y en a beaucoup de copies disponibles sur MKM, sur le marché européen. C'est pas une carte dont il est très compliqué de se procurer une copie. Mm. Actuellement, ça va à peine dépasser les 70 euros si on veut une copie en parfait état. Ok. Du coup, donc par rapport à Loyal Retailers, effectivement, tu fais bien de nommer survie, hein, les cartes vont un peu de pair. Ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que les decks survie qui marchent bien sont des bases BGX. Donc Loyal Retailers, ça impliquerait de jouer Asban ou Abzan, pardon, aux 4 couleurs ou plus. Il n'y a pas de deck comme ça qui sont tier 1 à l'heure actuelle. Après, dans le Magic mythique, enfin dans le Magic récent, il y a de plus en plus de cartes légendaires craquées. C'est sûr qu'aujourd'hui, faire tous ces efforts pour réunir un Griselbrand, de prendre un Deadly Relic derrière, peut-être pas la folie. Qui sait ce que nous réserve Wizard demain? J'entends ce que tu dis. À ce moment, j'arrive pas à imaginer un deck qui vraiment prendre un gros boost avec Royal Retainer, un deck survie. Mais pour autant, c'est une question un peu rituelle. Qu'est-ce que ça apporte au format? Ça apporte beaucoup une prise de risque par rapport à ce que Wizard peut imprimer. Et ça apporte pas forcément de l'interaction, des parties intéressantes, une ouverture vers un nouvel archétype. Florian? J'aurais tendance à être un peu plus ouvert au sujet. Je pense que c'est une carte qui pourrait être éventuellement débannie pour les raisons évoquées par tous les deux. Et par contre, je suis assez d'accord sur le dernier point avancé par Florian, c'est qu'est-ce que ça apporterait vraiment. Et peut-être qu'il
ouais, ça présagerait peut-être rien de bon selon les éventuelles sorties de Wizard. Mais peut-être que c'est juste un souffle de vie qui coûte un de moins et qui se tutorise plus facilement. C'est une des cartes comment dire, dont le cas pourrait bouger, selon moi. Mais rien de très clair. On a quasi un Loyal Retainer-like dans les decks survie avec, si on joue bleu, un Spellseeker et Animate, quoi. T'as un mana de plus, mais c'est des cartes fonctionnellement plus puissantes, quoi. Ouais, mais alors du coup, c'est vrai que l'argument que fait-elle sur la banlist alors entendable. Mais Après, c'est moi, par rapport à la banlist, j'ai assez de mal à voir le format dans sa continuité directe, même si je pense que c'est important en termes de moment où on ban ou on unban les cartes. Mais je pense que à terme, c'est des cartes que j'aimerais voir en dehors de cette banlist, que ce soit Cavern, Mox, Seal ou Retainers. Je me pose plutôt la question inverse, c'est si toutes les cartes étaient légales dans le format, Non. quelles sont les cartes que j'aimerais voir bannies. Et c'est un petit peu, il y a Grizzly Bear sur la banlist. Qu'est-ce que ça apporte d'unban Grizzly Bear? Vraiment pas grand-chose, puisque quasiment aucun deck ne jouerait cette carte-là. Ça aide aucun archétype. Bref, ça sert un petit peu à rien d'unban Grizzly Bear. Néanmoins, pourquoi est-ce que cette carte est-elle là sur la banlist? Et c'est un petit peu plus comme ça que j'essaie de réfléchir par rapport au choix de cartes à unban. Et typiquement, les choix que je vous soumets aujourd'hui, c'est des cartes que j'estime avoir un power level suffisamment faible pour être discuté et avoir un unban assez réaliste. Même si, côté de ça, je pense que je serais un fervent défenseur de l'unban des tours supplémentaires à 5 mana, par exemple, mais aussi de certaines Command Zones qui peuvent être jugées comme étant un petit peu dangereuses, ou voire même de en tombeau. Et tu vois, ton dernier point est intéressant parce que il soulève bien que faire une banlist, c'est pas mettre une barre et dire ok, ça c'est plus fort que cette barre et ça c'est moins fort que cette barre quand tu cites les tours Super 5. C'est vraiment avoir une vision d'ensemble par rapport à un format qu'on veut construire, qu'on veut manager. Et tu peux pas raisonner carte par carte. Oui, bah regarde, la Skull Clamp c'est bien plus fort que Eidolon of the Great Revel. Pourtant, l'un est légal et l'autre est banni, quoi. Après, c'est un petit peu cette idée d'avoir une banlist ayant une cohérence globale, où à la fin de la banlist que je ferai, je puisse me dire bon, c'est bon, je trouve que mes choix de ban sont cohérents, même si le power level n'est pas lisse dans ces choix-là. Je pense que sur la banlist, on peut avoir pas mal d'exemples comme ça, qui sont des choix qui orientent le deck building, qui orientent les archétypes, même si c'est pas par raison de power level. Et Mais d'ailleurs, j'ai une autre carte à soumettre dans le même genre, qui est Polymorph, qui a un power level tout à fait acceptable, voire même ridicule par rapport à ce qu'on voit dans le format. Et je pense simplement que Mono Bleu pourrait peut-être utiliser cette carte de temps à autre, mais qu'elle a juste rien à faire ici. Entre ça et Grizzly Bear, je pense que c'est des cartes que j'aimerais voir beaucoup plus libres dans le format, plutôt que coincées sur une banlist pour des raisons très archaïques. Mais la question qu'il faut se poser quand tu fais une banlist, c'est est-ce que ma banlist est cohérente ou est-ce que mon format est intéressant? Je pense que les deux vont de pair, puisque pour qu'elles soient Bon. cohérentes, il faut avoir un objectif. Et en tout cas, si moi j'étais amené à faire une banlist de mon propre chef de mon côté, pour la cohérence de ma banlist, pour que tous les bans aient un lien et du sens, il faudrait que la résultante soit un format intéressant, un format relativement sain. Mmh. Et Donc je pour pense que moi, les c'est deux deux vont de questions pair. bien différentes, hein. Et du coup, excuse-moi, j'ai coupé en rebondissant sur autre chose et tu parlais d'un autre unban? Moi, c'est juste de Polymorph, qui est une carte que je trouve assez faible, et donc j'ai du mal à voir la nécessité de sa présence sur la banlist, notamment avec Baral qui lui est banni en tant que général. J'ai Mmh. l'impression que c'est un power level très faible et qui peut en plus apporter quelques stratégies qu'on peut avoir dans un deck Sneak and Show. Donc C'est il intéressant ce que faudrait tu dis. lister un Je pense Polymorph. que la même carte en rouge existe strictement avec Transmogrify, je crois. Oui, Même d'autres absolument. versions encore, donc c'est très pertinent ce que tu dis. Et, ça n'a pas été rediscuté récemment. Effectivement, Polymorph, ça date de l'époque Baral et Emrakul et les trois sont encore bannis. Et des trois, c'est effectivement le plus simple à démanier. On n'en a pas parlé, je t'avoue, et faut voir quand même que ça reste une carte qui
riche un peu avec la règle du format. Hein. T'es sûr d'avoir accès à une créature grâce à ta commande zone. T'as pas à jouer des Manland ou des Dwarven Mine comme on peut voir en moderne. Donc ça devient un peu une boîte carte combo. Cela dit, et sachant que le meilleur des gros monstres n'est pas accessible, et sachant que des versions rouges existent et sont légales et ne sont pas jouées, c'est tout à fait légitime de se demander pourquoi Polymorph est banni. Donc à réfléchir, à rediscuter, et effectivement, pour un petit peu plus de cohérence, peut-être qu'on pourrait faire quelque chose. Je sais pas si Florian, tu vois quelque chose que je n'ai pas vu. Non, après, enfin, j'ai peur d'être assez biaisé. Je serais, comment dire, plus ouvert aux essais et aux expériences dans le format. Et je comprends la prudence générale. Donc je comprends tout à fait ce qu'évoque Jules avec ces deux cartes. À titre perso, je peux le rejoindre. Mais je comprends tout à fait aussi la notion de prudence et de cohérence qui reste beaucoup plus cruciale, on va Ouais, dire. Mais peut-être que lors d'une grande annonce, une ou des cartes qui pourraient être affectées, en tout cas, pour noter comme à réfléchir pour la prochaine annonce. est-ce qu'un Wilson Polymorph, ce serait pas trop fort? Alors qu'un Wilson Transmogrify, ça marche pas. Le jeu est Par possible. exemple, je te parle de la Zombie en 10 secondes de réflexion. C'est possible. Je crois que tu peux jouer Wilson Transmogrify, non? Oui, mais chez Grul, ça n'a pas marché. Le truc, c'est qu'il y a également des contraintes de build assez fortes sur Polymorph, qui font que même si Wilson Polymorph, c'est quelque chose qui ferait très peur, il va y avoir un 99 relativement faible, et la CZ va pas du tout aider à supporter ce 99, sachant qu'il y a vraiment que Polymorph qui serait une raison de ne jouer aucune créature, puisque les autres Polymorphes dans ces couleurs-là vont coûter 6 mana. Et les autres 99 que j'ai vus qui ressemblaient à Creatureless combo, c'était Uro. Et Uro, pour le coup, lui, supportait très bien le fait de ne pas jouer de créature. Je pense que même dans le shell que tu décris, ce serait un impact limité qui trouverait des réponses dans le format. Il me semble que les payoffs en U-Green ne seraient pas si dévastateurs dans une partie après la résolution d'un polymorphe. Je pense qu'il faudrait également en jouer plusieurs pour que le deck fonctionne. Et comme tu le disais un petit peu plus tôt pour Loyal Retainers, ok, j'ai mis mon Griselbrand en jeu, en l'occurrence ça pourrait être un Terrastodon ou autre. Ah bah j'ai mangé Deadly Relic, dommage, la partie continue. Je vais passer à une autre Et, question. et le point que Tu je veux voulais continuer soulever, là-dessus. c'est quoi Wilson Polymorph? Si, UG, donc si, ça peut soulever une question. Si Wizard sort un super gros monstre bleu ou vert, clairement, le archétype, t'as un général qui s'auto-protège, t'as des comptes derrière pour protéger ton gros monstre, ça peut faire quelque chose. Alors que le même en red-green, il va y avoir des bolts et des bleus enfin des bolts et des je sais pas quoi à côté, ça marchera pas quoi. Je suis d'accord là-dessus, mais il me semble que ça vaut au moins le coup d'essayer. Et si Wizard imprime des cartes qui cassent le format, je pense que le bon moment pour bannir ces cartes, c'est au moment où elles sont légales. Et pas les ban préventivement avant même qu'on ait même pas l'idée que ces cartes-là soient bannies. C'est typiquement ce genre de décision que vous pouvez avoir concernant Minsk ou Ragavan, où les banlists faisaient que les cartes étaient légales un mois ou voire même un mois et demi. Et si un jour il y a un Fatiz U-Green qui vient casser le format parce que Wilson Polymorph c'est trop fort, et bah écoute, j'attends la prochaine banlist avec hâte pour qu'on puisse bannir l'une des deux pièces de la combo et je pense qu'on n'aura pas trop de problème là-dessus. Yes. Non, mais on va en discuter. Je vous propose qu'on passe à la suite avec une question qui est revenue sur le cas des derniers partenaires. Est-ce que vous pensez en redéban encore, sachant qu'il en reste 4 ou 5 je crois. On a la décision initiale était de taper un peu plus large que le raisonnable pour être sûr que l'annonce allait faire son effet, que le changement de règle allait vraiment impactant. Effectivement, il y en a qui pourraient être débannis, mais à l'ordre du jour, Wizard publiant tellement de créatures légendaires jouables et le format étant tellement shaké dans tous les sens, il est nécessaire de rajouter des commandes zones jouables en plus, sachant qu'on n'a même pas le temps de tout tester en profondeur. La réponse est a priori non.
Florian. Eh bien, Ah, ça bah, va être la d'accord. même réponse que tout à Ah bon, l'heure. d'accord, il y a- De mon côté, je suis toujours plus, à titre personnel, toujours plus favorable aux expériences, mais en l'état, à nouveau, en voyant la conclusion, qu'est-ce que ça apporterait au format? Je ne sais pas trop. Peut-être que ça sera l'occasion lors d'une plus grande annonce de faire des essais, mais en l'état, en tout cas, ça me semblait pas cohérent de bannir des partenaires maintenant, notamment que certains d'entre eux pouvaient être aussi des choix osés, en tout cas. Mm. D'ailleurs, par rapport à des archétypes qui me tiennent à cœur, on parlait du fait que Combo était un deck, enfin un archétype vachement en retrait en ce moment. Moi, il y a un deck comme ça que j'aimerais bien faire fonctionner, que je garde sous le coude, qui serait un Golos avec une pile de bonnes cartes de Legacy, dont le but ce serait d'assembler des two-card combos un peu étranges avec des Sneak Attack, Palinchron, euh, avec des Scander de Resources en Dark Ascendant et Emrakul. Bref, un deck de petits malins où c'est beaucoup de power pour essayer de faire des synergies broken, un petit peu comme pourrait le faire Reanimator, et dans un shell combo très assumé et pas du tout comme Reanimator Control qu'on voit aujourd'hui, que tous les archétypes combos qu'on voit et qui performent sont en réalité des archétypes contrôle déguisés. Même Will Lucalurus, c'est un petit peu ça. C'est 4 couleurs contrôle avec un kill vachement mis en avant, mais ça reste les armes de contrôle assez classiques. Pour ça, il y a 2 cartes que je vois sur la banlist et que j'aimerais bien voir unban. C'est des unbans qui sont bien plus risqués, donc en l'occurrence, mon argumentaire ici, ce sera beaucoup plus ça ouvre de possibles interactions. En tout cas, ça laisserait place à un nouveau type de combo dans le format. Je parle donc de Emrakul et de Entombe. En tout cas, pour Emrakul, je pense qu'un jeu qui aurait comme but de résoudre une Emrakul, soit via ramp ou lens pour monter jusqu'à 15 de mana et l'hardcast proprement, ou bien essayer de la cheat via Show and Tell ou Sneak Attack ou même via Omniscience. Je pense que c'est beaucoup d'efforts pour un payoff raisonnable. Et à côté de ça, je pense que Entombe, c'est à peu près pareil que Unmarked Grave, malgré le fait qu'il y ait une plus grande flexibilité sur la carte. Ça ouvre quelques séquences violentes en early game avec Entombe T1, Reanimate T2. Mais à part ça, si Entombe va chercher une Life from the Low ou un sort qui se flashback, il me semble pas que ce soit un powerplay trop impressionnant pour que la carte reste sur la banlist. C'est deux unban un petit peu plus risqués que les autres cartes que j'ai citées, mais je pense que c'est intéressant d'en débattre. Euh, en tombe, quand c'était légal, ça a jamais vraiment brillé en allant chercher des Life from the Loam ou autre Deep Analysis, enfin je sais pas quoi, des spell flashback. Ça a vraiment fait des parties des parties Reignitor un peu débiles. Euh, c'est pas vraiment le Magic qui m'intéresse et je trouve que Reignitor était quand même bien armé avec MH2, avec des cartes comme Archon of Cruelty ou que tu as cité, l'Entomba de Mana. L'archétype est Fringe Playable en plus, Régulator. Je pense que les listes optimum n'ont pas encore été trouvées, mais ça fait quand même des choses très puissantes et c'est relativement fréquemment nourri par Wizard de gros monstres toujours plus forts. Je suis pas convaincu qu'en tombe, ouais, ça soit passionnant dans le format. Oui, ça a créé beaucoup de frustration, hein. C'est 8% de game où le méchant retombe en main de départ, ou tu prends un hasard pour deux. Ça va être frustrant. Et assez dur d'interagir avec. Et pour l'Emrakul à 15, c'est un peu comme le traîneur Hercule, hein, ça c'est un peu la fin de la stratégie à Magic, hein, tu fais tout et tu joues plus. Alors ça, il est plus dur à caster, mais il fait encore plus de choses. Donc ouais, pareil, j'ai du mal à voir et du coup, bah, ça rendrait complètement caduque un unban de Polymorph par exemple. Ça, je suis d'accord. Là-dessus, je suis tout à fait d'accord. Et du coup, ça me remettrait même quasiment en question est-ce que Reality Scramble peut rester dans le format, quoi. De mon côté, je vais détailler mon propos, mais au risque de... Je pense que ces deux cartes-là, elles existent déjà dans le format. C'est juste qu'elles existent en version tout à fait acceptable. Pour un Entombe qui coûte un mana de plus et qui laisse un peu moins de choix. Un Unmarked Grave.
Et du coup, ce qui nous permet d'avoir un peu de défaut dans ces jeux réanimateurs. C'est-à-dire qu'on va pas pouvoir aller chercher Brand. Mais bon, MH2 a apporté son lot de All-Star. Du coup, on a Archon of Cruelty maintenant qui partage la première place avec Brand, avec les gros monstres à réanimer. Et du coup, la faiblesse de ce jeu réanimateur, c'est généralement, même sans Unmarked Grave, le fait que le jeu ne choisisse pas ce qui va réanimer. Et les cartes à réanimer, les créatures à réanimer sont plus ou moins fortes selon les match-ups. Et du coup, elles ne renversent pas totalement la partie. Donc, elles permettent de jouer une partie de Magic qui dure plusieurs tours. Et en tombe, ça contesterait très fortement ce défaut, puisque ça irait chercher tout le temps la meilleure bête, quel que soit le match-up. Est-ce que c'est grave qu'un archétype qui soit assez peu représenté, voire même en retrait, limite ses faiblesses? Parce Eh que bien, Aminatou Reanimator, c'est pas un deck très représenté, qui perf énormément. Et en tout cas, moi, je vois pas de problème à lui donner un up pour peut-être essayer de lui laisser une place dans le terrain. en l'état, Reanimator, c'est un spell tour 2, une réanimation tour 2 au tour 4. Au tour 3 au tour 4. Et ça laisse donc place à de l'interaction. Mettre des cartes comme en tombe dans le format, c'est pour ma créature est au cimetière, tour 2, je la réanime. Ça laisse ce plan de jeu beaucoup plus présent, et donc ça réduit drastiquement l'intérêt des parties, puisque si dès le tour 2, il y a un monstre innommable en jeu, ben, la partie s'arrête immédiatement. Et donc ça ne favorise pas forcément l'interaction. Et de même pour Emrakul, est-ce que Sneak Attack, un Eldrazi qui a Annihilator 6, Annihilator 4, c'est pas à peu près la même chose qu'un Eldrazi qui a Annihilator 6? Le truc Voilà. étant que Emrakul, c'est une carte qui n'est pas uniquement un payoff à Sneak and Show, mais qui peut également être joué via Shallow Grave, voire même juste passer par Omniscience. C'est en fait le meilleur payoff de Magic. Je pense que c'est une carte qui motive à jouer un deck qui concentrerait plein d'efforts dans la partie pour pouvoir le lancer. Je suis d'accord qu'une Emrakul qui vient de se résoudre, ça coupe directement la partie, ça l'arrête. Au même titre que quand je pars en combo sous Breach, bah, ça arrête la partie directement aussi. Le truc étant que avoir un payoff aussi violent, ça permettra à ces stratégies d'exister et d'avoir des parties intéressantes avant qu'on puisse caster cet Emrakul. Et autre chose aussi, Intéressant ce point de vue. c'est un ban, enfin c'est un unban que j'aimerais voir pairé avec un ban de Emrakul à 13. En l'occurrence, l'un des fatises qui est utilisé aujourd'hui, notamment quand on veut lancer une carte, c'est pas forcément la réanimer directement, c'est cet Emrakul à 13. Aujourd'hui, j'y vois deux applications dans le format. La première serait donc dans cet archétype combo assez flou que je décris, qui passerait par Reanimator ou bien par des cartes qu'on voit en Legacy, ou bien simplement hardcaster dans Lands. On peut penser à Azusa ou Jitrog. Mais l'autre application, c'est pour battre contrôle. Et le deck qui veut le plus battre contrôle avec Emrakul, c'est contrôle. Ça nous amène à des mirrors de contrôle qui ont un intérêt tout à fait limité. Au lieu de devoir se battre et essayer de gratter du card advantage par-ci par-là, faire des tempo turns pour pouvoir conserver un avantage, essayer de snowball dans ce mirror. À la place, ça va se jouer à qui va toucher sa Emrakul en premier, qui va se commit trop et donc perdre sur la Emrakul adverse. Il me semble même avoir entendu parler de gameplay qui consistait à jouer des toxiques déluge à 0 pour éviter de mourir sur la Emrakul adverse. En tout cas, je pense que Emrakul à 13, c'est une carte qui limite beaucoup l'interaction, beaucoup plus que Emrakul à 15, parce que hardcast une Emrakul à 13, bah en fait, c'est pas 13 mana. C'est souvent 7, 8, 9 ou 10, mais c'est une carte qui est beaucoup plus accessible, notamment dans des mirrors de contrôle. Alors que dans des mirrors de contrôle, toucher ces 15 landes, ça arrive, mais ça arrive beaucoup moins souvent. Et je suis pas sûr que tu veuilles lister une Emrakul à 15 dans ton deck de contrôle. Alors que celle à 13, c'est quelque chose qui se fait très régulièrement. C'est voire même des petits jeux dans les tournois. Est-ce que les autres joueurs de Tivit vont lister une Emrakul? Si oui, je rentre la mienne. Sinon, j'ai pas besoin de la jouer. Bah, c'est intéressant ce que tu dis là, parce que tu arrives à la conclusion où si les joueurs en face n'ont pas Emrakul à 13, on n'a pas besoin de le lister. Et effectivement, bah, c'est pas une bonne carte. C'est une carte qui va être utile que dans les match-up contrôle et qui va être inutile ou pire, une boule noire la majeure partie du temps contre tous les autres archétypes.
Alors effectivement, dans les jeux contrôle, en miroir de contrôle, c'est une carte qui va faire gagner. Mais elle va coûter 9 mana. Et encore, on a quelques interactions maintenant qui peuvent interagir avec la pile. Et c'est une carte qui fait absolument rien le reste du temps, puisqu'elle nécessite énormément de mana. Et donc, en fait, elle nécessite que la partie ait été stabilisée avant. Donc, on ait joué à Magic les 8 tours d'avant. À partir de là, nous, elle ne nous fait pas forcément réagir. Par contre, je vais repartir sur le sujet qui était intéressant. Moi, la notion que tu as évoquée tout à l'heure, qui était le fait d'avoir un véritable payoff qui fasse gagner dans les jeux, c'est quelque chose que, à titre perso, j'avais pas considéré. Moi, je voyais surtout le fait que c'est une carte qui, si on l'a castée, d'une façon ou d'une autre, avec mana infini ou autre, une carte qui arrêtait la partie et donc qui était pas vraiment intéressante. Et ce que tu évoques, toi, c'est que justement, peut-être que donner un moyen de clore la partie plutôt que de ne pas la clore avec les outils actuels, ça pourrait rendre existant ces jeux-là. Et c'est vrai que c'est une dimension qui n'a pas été considérée. Et c'est une carte qui avait été bannie à l'époque de Polymorph. Ok, pourquoi pas. Ça donne à réfléchir. En tout cas, moi, je ne l'avais pas abordé de cet aspect-là. Je suis pas certain que les autres aspects, les jeux ils gagnent beaucoup. Les jeux pouvaient déjà sneak attack d'autres Eldrazi, donc ça c'est pas bien fou. Et les jeux qui font mana infini, c'est vrai que maintenant du coup ils auraient une condition de victoire véritable et une boule noire dans les autres cas. Pourquoi pas. C'est pas Florian, c'était des choses à rajouter. Non, t'as bien résumé la position. Je vais prendre une question maintenant. Alors, question, j'en ai vu plusieurs là-dessus, dans le chat en tout cas j'ai l'impression, concernant un déban de général, concernant, alors je pense que c'est des nouveaux joueurs qui déjà n'ont pas connu cette période-là. Omnat 4C, 4 couleurs et Tassigur sont bannis en tant que général. Est-ce qu'il y a un, je sais pas si c'est un espoir ou en tout cas une interrogation sur le fait que ça peut être des bans dans un jour prochain? Peut-être qu'il serait bon d'élargir la question à Mm. quels sont les généraux qui sont discutés en off, qu'est-ce qui est considéré comme pouvant potentiellement sortir de la banlist parmi les commandes zones et non plus le 99 comme on le citait un petit peu plus tôt. Moi, en dehors de Tassigur et de Omnat, les cartes que je pourrais avoir en tête, c'est Thrasios, Ardennes, Baral ou Essior. Je vous laisse un petit peu rebondir là-dessus. Il me semble que Derivi était également une carte un petit peu discutée. Voilà, je pense qu'il faudrait aller un petit peu plus loin si on veut couvrir cette partie sur l'unban en command zone. Alors, juste avant de te répondre, on me souffle aussi dans l'oreillette que débannir Emrakul à 15 donnerait une condition de victoire inéluctable à tous les jeux Coffer ou à tous les jeux land comme Azusa. Parce que ces jeux-là, ou même Gitrock, ils peuvent générer les 15 mana extrêmement... alors aisément, c'est pas tout à fait vrai, mais ils peuvent les générer raisonnablement bien. Et là où Emrakul à 13, on peut en revenir, Emrakul à 15, c'est fin de partie immédiatement. Juste un élément de plus à ajouter à la réflexion. Dans la liste que tu citais, je vais prendre les cas faciles dans un premier temps, que sont Essior, Ardennes et Baral, qui sont des cartes qui, en termes de puissance, pourraient revenir. Mais en tout cas, elles ont été discutées en termes d'intérêt de jeu, qui permet de tricher sur la mana ou tout ce qui peut être hexproof. Et sûr, on n'en est pas trop loin quand même. Si on lui met des curiosités ou d'autres enchantements, puisqu'on peut lui donner la bicolorité qu'on veut. C'est des cartes qui ne nous semblaient pas améliorer le format d'une quelconque façon. Et c'est pour ça qu'on a choisi de ne pas les débannir. Quant à Baral, en fait, on a beaucoup de plaintes sur la couleur bleue, comme tu l'as évoqué un peu plus tôt.
Et même si on est à peu près convaincu que débannir Baral ne rendrait pas forcément le jeu si puissant que ça, en tout cas, est-ce que ça serait intéressant d'affronter un jeu avec une pile de contre et une pile de boons? Pour l'expérience de jeu, peut-être pas. On a préféré donc être prudent et le laisser sur la banliste. Est-ce que tu pourrais me citer... Alors, moi, la question portait sur Omnat et Tassigur. Alors la question de base, Omnat et Tassigur. Omnat, ça a été joué, c'est une carte plutôt récente que la majorité des joueurs a pu connaître, puisque c'est une carte qui a un an et des bananes. Et elle a généré des jeux qui avaient beaucoup de couleurs, qui faisaient beaucoup de choses, qui étaient fort contre aggro, à la fois contre contrôle, puisque la carte, déjà, elle se remplaçait elle-même, elle permet de gagner life. En tout cas, elle faisait beaucoup trop de choses, un petit peu trop complète. On pourrait la comparer éventuellement à Breya, une carte qui donne plein de couleurs et qui fait plein de choses. Et du coup, de par sa polyvalence, fait une carte et donc un deck extrêmement résilient et extrêmement puissant, et peut-être un peu trop complet. Et Tassigur. Alors, à l'inverse, Tassigur, c'est une carte Tassigur. beaucoup plus ancienne. Et elle, bien que sa capacité en 2022 soit probablement dépassée, il n'empêche que son coût de mana trahit un petit peu les règles du format, puisque le fait qu'elle est delve peut être payé en exilant plus de cartes, même malgré le coût supplémentaire qu'elle obtiendrait en quittant la command zone. Et donc on pourrait recaster des Tassigur pour 1 ou 2 mana. Mais en l'état, c'était une carte qui avait disparu quand Terminate, c'était le meilleur removal de l'époque. C'est probablement plus le cas aujourd'hui. Et il serait peut-être bon de se poser la question, est-ce qu'en 2022, une 4-5 pour 1 ou 2 assez rapidement dans la partie, avec parfois un contre-up, c'est trop nocif, ou est-ce que ça apporterait quelque chose au format? Et en l'état, les avis sont plutôt partagés. Donc, Je call si Tassigur est on-ban, j'appelle Oni et on casse le format. Je pense que c'est... Je pense que si Moondust pouvait douter du Lutritière, je pense que Tassigur c'est une carte qu'il ne faut pas on-ban. Je pense que le power level est encore bien trop haut. Delve, c'est absolument pas une mécanique qu'on apprécie. Ça triche beaucoup trop, et avec les règles du format, et avec les règles de Magic en général. Je pense que ce serait très compliqué de voir la carte on-ban maintenant. Surtout quand le power level, même s'il monte de plus en plus, avec au moins Raffine et Will du Calurus dans le format, et encore pas assez haut pour encaisser un Tassigur. Ouais, c'est ça, le recast de Tassigur en fait est très problématique. Le fait qu'il puisse payer la taxe avec le Delve, ça a un très très gros impact. Et pour les autres cartes, Moondust? Les autres cartes, c'était. Là, je vois que ça parle de Rofelos dans le chat. Je sais ce que c'est bien là. Vous voulez que j'en parle? Il y avait, on avait cité Essior, Arden, j'ai plus le troisième, il y avait Omnat également. 4 couleurs. Omnat, comme a dit Florian Strat, il est partout. Il est la carte en elle-même est forte. Quand même des choses qu'on contrôle et contre aggro, c'est une énorme polyvalence en une seule carte. Et c'est très très fort. Le deck 4 couleurs en fait, ça fait beaucoup trop de choses juste sur la carte. On peut se permettre beaucoup de flex slots qui vont sauter parce que ton général se remplace, parce que contre aggro, tu as une assurance vie. Et ça diminue l'intérêt du deck building, et c'est ça. Un peu un deck type à la Asmo, c'est-à-dire qu'il est là en attaque, il est là en défense naturellement, et après tu peux concentrer ton deck build sur autre chose. Pour répondre rapidement au chat sur les cartes citées, Roflos, on est à peu près convaincu que c'est très raisonnable puisqu'il y a plein d'interactions pour le gérer. Le problème, c'est que quand c'est pas géré, ça donne des parties qui sont pas très intéressantes. On peut avoir accès donc à 6 mana au tour 3. Je suis pas convaincu, parce qu'une sortie à tour 1 Elf, tour 2 Roflos, tu le gères, tour 3 Roflos, tu le gères. Ouais, On a les mid-game et toutes mes cartes de mon deck sont des cartes de mid-game. C'est compliqué quand même. Hein. Je sais pas, ça reste un 2-1 pour 1 qui prend toutes les interactions. Mais je vois des parties à très haute variance. Oui.
En fait, t'as la meilleure t'as la meilleure base de mana au monde, hein, c'est-à-dire 40 forêts. Arrive à rien. C'est possible. La base de mana la plus économique. On a Vanifar qui est un Roflos en puissance, puisque si Vanifar s'engage, la partie est terminée. Encore plus grave, alors qu'un Roflos qui s'engage, bon, ça fait des problèmes, mais on peut peut-être en revenir. Yoshimaru. Qu'est-ce que j'ai vu passer encore? J'avais vu plus simple passer avant. T'avais Yoshimaru justement. Oloro, eh bien, Éminence, c'est pas vraiment Magic. Je pense que ce serait pas forcément trop fort, mais ça serait en tout cas pas très intéressant dans le format. Et depuis la notion de swap, eh bien, ça fait que Esper Control pourrait donc avoir des faiblesses contre Mono Rouge complètement effacées. Probablement problématique. Jurgo. Là, on a un petit peu quand même toute la banlist qui ressort dans les questions. Oui. Littéralement toute la banlist Là, sauf le B9. les gens, ils veulent voir leur général des bans. Alors, notez malgré tout que on essaye de faire des choses. Il y a eu Marat récemment, il y a eu les partenaires. On n'oublie pas tout ça, on essaye d'y réfléchir, mais on essaye de malgré tout maintenir de la cohérence. Et on pourrait pas à toutes les annonces dire il y a une carte bannie, 2 cartes débannies. On essaye malgré tout de faire en sorte que le format soit relativement stable. Et c'est ça qu'on entend par cohérence. S'il y a une surprise tous les 2 mois, parce que justement aussi un peu plus tôt, on a réduit l'écart entre les annonces. Ça ne veut pas dire plus d'instabilité, plus d'explosivité. Si tous les 2 mois, il y a 4 cartes qui changent dans le format, on va vraiment plus s'en sortir. Les nouveaux joueurs vont être perdus, même les joueurs réguliers vont être perdus. On va plus pouvoir s'attacher à un deck et surtout, on n'aura plus aucun paramètre d'étude ni de contrôle sur le format. Je rappelle également à ceux qui ont des questions sur tel général, pourquoi est-ce qu'il est toujours banni ou en tout cas oui, toujours banni. Vous avez l'ensemble des vidéos, en tout cas des annonces faites avec le comité sur notre chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à y aller, à voir justement pour certains cas qui vous paraissent bizarres de pourquoi ils sont encore ban, si vu que certains généraux que j'ai vu cités dans le chat sont très récents, je pense que les arguments cités à ce moment-là sont toujours d'actualité. Donc n'hésitez pas. On approche bientôt de la fin, il reste environ une vingtaine de minutes. Je vais en... Oui, dis-moi. Juste, je finis sur un point parce que je vois un commentaire sur les débans de Marat et Teferi qui montrent un impact plutôt positif. Nous, on est un petit peu plus contrasté dans le sens où, certes, ce générant était un ban, ça a peut-être fait plaisir à quelques personnes à un moment, mais ces générants, je les ai pas vus sur les tables de jeu en tout cas. Et du coup, est-ce que c'était vraiment si nécessaire que ça? Est-ce que c'était vraiment si que ça? On sait pas trop. Bah maintenant, tu as une banlist qui est plus jolie, qui est plus élégante. Ouais, mais est-ce que le but est d'avoir une banlist la plus courte possible? Je ne sais pas. Je préfère jouer un joli 99 plutôt qu'avoir un 160 cartes avec plein de cartes de merde, mais que j'aime bien. Peut-être. Mais effectivement, si les gens sont contents et si ça a fait au moins quelques heureux, eh bien c'est probablement une bonne chose. Je pense que tu m'as rendu heureux avec ces zone ban, hein, même si j'ai pas piloté les decks en tournoi. Et même Marat, j'en ai vu pas mal passer. Et bien de la même façon que Lutri, tu aurais dû obligé de jouer les decks pendant 3 mois. Lutri, franchement, mais tu contribuerais à mon bonheur d'une manière vraiment à la fois élégante et raffinée. Question de OneSoak qui demande si est-ce que vous avez testé des decks bannis de votre côté et si oui, sur lesquels avez-vous statué qu'à ce jour vous avez statué qu'à ce jour il ne représenterait aucun intérêt à être déban. On reste un petit peu dans la même optique, mais là c'est est-ce que vous avez testé les decks qui existaient à l'époque et est-ce que voilà, oui, non. Je sais toujours dans buter quelques-uns. Après, c'est compliqué de faire un test parce que le deck est vraiment fort. Il faut aussi construire tout le méta qui va autour, anticiper comment les gens vont metagamer. C'est vraiment une activité complexe, hein. C'est pas juste construire le deck et le tester contre le wall actuel. Ça n'a aucun sens. C'est-à-dire qu'il faut aussi imaginer, anticiper du coup quels seront les decks joués, quelles sont les réponses qui seront jouées dans ce deck, en quelle quantité.
Parce que la puissance d'un deck, c'est pas uniquement sa puissance brute, mais c'est aussi à quel point il est joué dans un tournoi. Donc, ouais, moi j'essaie de me casser les dents sur des decks bannis depuis longtemps pour dire ah tiens, qu'est-ce que ça donnerait aujourd'hui, mais ça reste un exercice quand même très théorique et par rapport aux limitations que j'en ai exposées. Mais oui, étant un brewer infini et faisant dépenser du coup beaucoup d'argent à Florian Trott, je- j'essaie, mais c'est Il compliqué. a réussi sur certains jeux. Florian, est-ce Ouais, que... alors je vois la question, ça sert à quoi un général qui sert à rien sur la banlist? Eh bien, le truc, c'est que c'est vraiment problématique en termes de cohérence. À nouveau, tous les 2 mois, on peut pas se dire cette carte disparaît et ces deux-là sont dispo. Et puis, on est quand même conscient que les débans des cartes font généralement plaisir aux gens. Essaye de leur faire plaisir au même moment. Et sur la question, est-ce que tu as testé des decks ou pas? Je n'ai pas le temps. Très bien. Enfin, j'ai pas le temps de tester des trucs en extra. Magic me prend trop de temps à côté. Mais Flo, tu voudrais pas nous rendre heureux sur plein de petites banlists? Comme ça, tu donnes des bonbons toute l'année, au lieu que juste on ait une période Noël qui tombe de manière Eh oui, importante. mais les bonbons sont Ouais. limités. Noël, c'est une fois Très par an. limités même. Voilà, Ça Noël, n'est c'est pas une fois par an. extensible. Alors, question, débat, apparemment, il y a de JTFW, il y a eu un débat, alors hier, pour ceux qui s'intéressent à ne pas que le duel commandeur, il y avait un événement concernant le commandeur en général, mais il y avait quand même des joueurs de duel commandeur, je pense, qui étaient là-bas. Pour preuve, il y avait apparemment un débat avec un débutant duel commandeur qui ne comprend pas l'intérêt du nivellement par le bas du comité. Est-ce que vous pouvez expliquer votre logique là-dessus? Le nivellement par le bas. Je ne sais pas non plus. Je ne fais que lire la question qu'on me traite, qu'on me met dans le Discord. Mais si vous la comprenez pas, on peut la sauter. J'ai du mal à comprendre le nivellement par le bas aussi. Très bien. J'invite la personne dans le chat à reformuler sa question peut-être un petit peu mieux. Voilà, pour peut-être voir. Alors peut-être les bans qui ont la logique d'un nivellement par le bas plutôt que par le haut. C'est-à-dire de rendre le format un peu plus lent que plus rapide. Je suis pas sûr que l'intérêt du format il gagne avec des stratégies plus puissantes et plus rapides. Enfin, j'ai du mal à comprendre vraiment où la question va en venir, ce que ça veut dire. Mais oui, par exemple, mettre en tombe légale pour se prendre des crises de Bond 2 ou des off-read légales pour faire des sorties explosives, bah, c'est c'est pas le Magic que j'ai envie de proposer. J'ai du mal à répondre parce que je comprends mal la question. Je pense on est sur le power level global. Voilà, le fait de vouloir descendre plein de cartes plutôt que d'essayer d'augmenter effectivement, je pense que c'est ça, c'est la rapidité du format. Ouais, Ça je peut trouve aussi que être Wizard est- l'augmenter la toxicité du format, je sais pas. En fait, qu'est-ce qui. C'est assez intéressant. Là, il y a une question très intéressante qui est comment niveler le format vers le haut quand le seul outil, c'est les bans. Enfin, le problème, c'est que les unbans sont aussi une forme de ban, parce que si une carte est disponible, toutes ces piètres copies, du coup, deviennent bannies. Et dans ce cas-là, on n'a plus aucune raison de jouer les cartes qui sont moins fortes. Ask, est-ce que tu as une question pour toi de Cognito? Je continue chez moi. Alors, t'es muté. Excusez-moi, je suis un boomer avec des problèmes techniques immanents. Non, justement, je voulais parler des communautés étrangères. C'est un argument que j'entends de temps à autre pour justifier le non-ban de certaines cartes ou de certains decks, puisqu'on a l'absence de certains généraux pour l'ensemble de la planète et qu'on ne voit qu'en France. Il y avait l'exemple avec Will Lucalurus. J'ai plus les autres exemples en tête, mais il me semble qu'on avait déjà vu ce genre d'argumentaire pour d'autres decks.
Euh, Quelle est votre position par rapport aux communautés étrangères? Quel poids elles ont dans les décisions de ban ou unban? En l'occurrence, les questions que je me pose, c'est est-ce que les communautés étrangères, dues aux contraintes locales ou à une absence de grinder à l'échelle internationale, rendraient peut-être leur avis ou leur metagame moins pertinent? En tout cas, quand je regarde certains top 8 ou certaines présences de deck, je me questionne vraiment euh, sur leur réflexion par rapport au format. Est-ce qu'il y a des discussions qui sont en cours avec les communautés étrangères et à quel point est-ce qu'on les a été poussés par rapport au ban ou aux unban? Voilà, je me pose vraiment ce genre de questions parce que entendre oui, mais à l'étranger, tel ou tel deck n'est pas représenté, ça veut pas dire que le deck n'est pas trop fort. Euh, et il me semble que c'est plutôt une statistique qui ne devrait pas influer les décisions aussi drastiquement. Bah, pour te répondre sur les communautés étrangères, je crois qu'Inala a été inventé en Chine. Ouais, absolument. Donc ça joue aussi bien au Duel Commander à l'étranger. Et non, on essaie d'avoir une vision d'ensemble par rapport au format. Il n'y a pas vraiment d'histoire de l'avis français, l'avis philippin ou que sais-je encore. Non, non, on essaie de tâter le pouls. Quand on essaie de prendre des données, on va sur MTG Top 8, on regarde pas vraiment d'où vient le résultat du tournoi. Donc, j'ai pas l'impression qu'on a une vision franco-française. On a une grosse armée de consultants pour nous épauler dans la prise de pouls et la prise de décision. Mais Mais malgré tout, effectivement, si tu mentionnes que le fait que ce soit une problématique, qu'on n'ait pas une vision franco-française, ben, ça va être vraiment compliqué de dénoncer ça au reste des communautés. De notre côté, on essaye de faire des efforts d'en avant vers les autres communautés. Je pense notamment à cette semaine où on va faire un live avec Blitzkrieg, qui est donc notre consultant, un des consultants étrangers. Donc ça demande un stream en anglais et on va parler à ces mêmes communautés. Et à partir de là, si notre ligne de conduite, c'est la communauté française, elle est plus compétitive que la communauté philippine et elle a accès à toutes les cartes et leur point de vue, il est plus pertinent, c'est inconcevable que ça passe. Donc on est obligé de tenir compte de ça et peut-être à certains moments de n'accorder pas, de ne pas accorder le crédit qu'à la communauté française. Et c'est pourtant, malheureusement et aussi heureusement, celle qu'on entend le plus. On est nous-mêmes français, et donc on apparaît sur les Discord, ou en tout cas on les lit de temps en temps, en tout cas dès qu'il y a des dramas ou des plaintes. En tout cas, c'est justement pour avoir cet équilibre Pardon, entre François. écouter la communauté française et faire attention aux biais que je peux voir dans les communautés étrangères. En tout cas, quand je lis un petit peu ce qui se dit sur les différents Discord avec les quelques personnes avec qui je suis en contact, euh, j'ai l'impression de temps en temps, on joue à un format très différent. Et peut-être que j'ai un biais en pensant que les communautés françaises sont meilleures que les communautés étrangères sur au moins certains points. Peut-être que j'ai un biais là-dessus. Euh, mais voilà, je sais que c'est un point à ne pas négliger, surtout quand vous représentez une entité à l'international, que vous représentez un format en entier. Mais voilà, moi j'essaierai de prendre garde des quelques biais que je peux voir dans les argumentaires. Je pense à des points précis. J'en ai pas spécialement, mais je sais qu'il y avait au moins un deck où ça m'avait particulièrement marqué, c'était les plaintes vis-à-vis de Clotis, qui à l'international était jugé comme quasiment god tier, un deck très oppressant. J'avais beaucoup de mal à comprendre, à concevoir en quoi est-ce que ça pouvait l'être, sachant qu'à côté de Clotis, notre format a un power level qui était tout à fait écrasant pour ce deck-là. Et j'ai l'impression que le deck n'est même pas fort dans sa position d'aggro ou de Grul Stompy. Et donc j'avais beaucoup de mal à voir en quoi le manque d'interaction par rapport à ce général suffisait à le rendre trop fort, sachant que l'impact de ce général est tout à fait limité sur une partie de Magic. En tout cas, comparé à d'autres. On est arrivé en tout cas à la même conclusion que toi. Donc voilà, c'est plutôt savoir si vous y teniez compte, si vous
en tenez rigueur, et auquel cas je suis plutôt content de ces réponses-là. Et c'est également un moyen pour vous peut-être de reparler de votre rapport Dis- aux communautés étrangères. Disons que je te donne la réponse safe, c'est on écoute tes avis, on essaye d'en compte. Après, dans les prises de décision, on essaye de la confiance, ou non. En tout cas, comment dire, d'une façon plus simple, ça rajoute de l'eau au moulin et ça permet parfois d'avoir des sujets nouveaux. Bon, parfois réglés rapidement, parfois moins rapidement. J'aimerais peut-être aussi te tendre une perche par rapport au choix de carte ban. En tout cas, c'est un truc que j'ai pas suffisamment entendu au sein de la communauté, que ce soit par écrit ou même dans les annonces. Quels sont les différents motifs de ban d'une carte? Parce qu'on a parlé très concret avec pas mal de d'unban ou de ban et même d'histoire du format. Il me semble qu'on avait eu cette discussion-là IRL hot. Donc, quelles sont les différentes raisons qu'on peut avoir pour bannir une carte dans ce format? Power level trop élevé, interaction trop forte avec le reste du format ou orientation du format trop violente. Intérêt de jeu dramatique. Ça revient un peu au même avec mon dernier. À côté de ça, je vais voir si j'ai Par pas exemple, sur un power level trop élevé, on pourrait citer un Black Lotus. Interaction trop forte avec les règles du format, on pourrait citer un Food Chain. Et un orientation du format trop violente, on pourrait citer un Time Warp. Alors, je vais profiter de la question. Si tu en as une dernière, Ask, je t'invite à la préparer. Et j'en ferai deux de mon côté, et puis je pense qu'on arrêtera à ce moment-là. Pour continuer sur, je sais, Florian, tu as cité tout à l'heure que tu as, sans doute toi peut-être en particulier, va faire un stream en anglais, donc du coup avec une communauté internationale. On a Oni sur le Discord qui pose la question. Donc, lors du Prime, il y avait pas mal de membres du comité qui étaient là et vous avez fait donc une petite mini-conférence là-dessus. Donc, déjà, il salue l'initiative et il vous demande si est-ce que vous pensez organiser plus souvent ce genre de présentation, peut-être même sur Twitch d'ailleurs. Du coup, voilà. Quel a été votre ressenti sur l'exercice et sur la question de peut-être en refaire? Un des éléments importants de rencontre, c'est aussi le fait que cette rencontre, elle est en physique. On voit les humains derrière l'annonce ou participe live. Et du coup, donc, le faire sur Twitch, eh bien, c'est ce qu'on fait là, maintenant, actuellement. On change de rôle selon les annonces, selon les disponibilités des gens, parce qu'on est un petit peu occupé, notamment dans cette période de vacances. À Châteauroux, il se trouve que les étoiles étaient un peu alignées et on était énormément du côté à être présent en physique. C'était donc là une parfaite occasion. Je rebondirai donc sur la requête en disant peut-être que ça arrivera à nouveau sur un autre gros tournoi où on serait présent en physique. On aurait la chance d'avoir Gamme avec nous pour enregistrer ça aux petits oignons. Mundus, qu'est-ce que. Je sais pas si tu étais présent sur place. Si. Si, et c'était très intéressant. Et effectivement, comme le soulignait Florian, le côté réel a été change un peu de tout ce digital, de pouvoir vraiment être en face des joueurs. Vraiment un grand merci à William pour son organisation au poil, hein. Sans lui, rien de tout ça n'aurait pu être fait. Et il a monté ça de toutes pièces. Il nous a servi ça sur un plateau d'argent. Donc c'était très cool de sa part et c'était très chouette que ça puisse faire. Et effectivement, sur d'autres gros events, ça serait intéressant de renouveler l'expérience. Il faut vraiment que le format s'y prête. Là, il y avait vraiment cette dernière ronde à Châteauroux qui faisait qu'il y avait qu'une partie des joueurs qui se jouaient. Et du coup, vraiment, c'était l'idéal parce que je suis pas sûr que sinon les joueurs seraient restés à la fin de leur tournoi pour 1 heure de conférence. Donc, vraiment, tout s'y prêtait pour que ça se passe bien. Mais s'il y en arrive à réunir les mêmes conditions, on le refera avec plaisir. Mais ça va être compliqué, à mon avis. Alors, Ask, est-ce que tu veux faire une dernière question?
Tu Euh, lances ma dernière avant ou pas? Moi, j'aurais bien aimé revenir sur les questions du chat qu'on n'a pas pu aborder. En Oui. l'occurrence, l'une que je vois dont on n'a pas encore abordé, c'est Patoon. Donc là, il pose qu'on a vu émerger assez récemment comme étant un bon métacall. En tout cas, c'était ma position par rapport au deck quand j'ai travaillé sur une decklist. Euh, à quel point est-ce que vous semblez le jeu inquiétant dans le format? À mes yeux, je pense que c'est tout à fait acceptable d'avoir un mono blanc Voltron. Mais voilà, est-ce que vous, ça vous inquiète? Et quels sont les retours des différents membres du comité? Quel est l'avis du comité par rapport à ce deck? Boggles, Patoon, ça s'apparente à un Boggles. Ça demande des réponses très spécifiques. Euh, ça... J'ai pas eu l'occasion de beaucoup jouer contre le deck, pour être honnête. Il est peu présent dans ma communauté et du coup, je le croise assez peu souvent quand je joue sur Internet. Mais ouais, c'est un deck qui demande des réponses spécifiques qui favorise pas l'interaction. Mais c'est pas quelque chose que je privilégie dans le format. Après, effectivement, ça donne des armes à mono blanc, ça donne un plan d'attaque différent de ce qui est fait. Mais pour l'instant, ça a quand même relativement peu perfait, il me semble. Alors certes, ça fait un top 8 Prime, il me semble que ça a gagné le Zap ou Mint qui était ban avant l'annonce. Mais à voir ce que Wizard sort comme aura comme réponse. Mais pour l'instant, en tout cas, ça n'a pas été beaucoup discuté en interne. C'est un jeu qui va être extrêmement polarisé, très fort contre les jeux où il n'y a pas d'interaction, plutôt faible contre les jeux où il y en a énormément. Et donc, ça fait un jeu avec des grandes faiblesses, donc, mais un jeu très fort à côté, donc tout à fait acceptable. Et du coup, moi, je pense qu'on va finir sur ma question, sauf s'il y a une autre très pertinente qui pointe le bout de son nez. Moi, j'aurais une remarque à faire avant la fin de ce live. D'accord. Alors, je Il te pose ma reste question. 25 secondes. On débordera un petit peu. On débordera un petit peu. Si la réponse est très courte, mais en dehors, Domino qui pose la question, donc en dehors de Raffine pour Tempo et Minsk pour Stompy, comment évaluez-vous l'état des agros dans le format? Ne mérite pas un unban dans le 99 ou la command zone notamment pour Monored? Alors je précise que la question a été posée bien avant l'annonce de ce soir. Alors, du coup, je vais plutôt parler du futur format sans Minsk. J'ai l'impression que Karizef a clairement une carte à jouer. Après, quelle sera la version précise de Karizef? Là, je suis pas assez expert sur l'archétype pour savoir. Faudrait demander à quelqu'un comme un Louis Guichard, par exemple. Mais voilà, si je dois répondre par, par un deck aggro, ça peut être Karizef. Ça peut être éventuellement un Isamaru qui peut être un deck de méta aussi qui peut ressortir si les occasions s'y prêtent. Pour citer un exemple très simple de ce que je veux dire, dans un méta Urza, Isamaru avec un swap Kataki est un très bon choix. C'est important d'illustrer ce qu'on raconte. Et sinon, en autre type d'aggro intéressant, il y a Yauga qui a un petit peu refait surface récemment, même si c'était plus une réponse à Minsk et Boo. Donc, faut voir qu'aggro, en fait, c'est souvent un deck un type d'aggro va s'épanouir plus dans un méta que dans un autre. Euh, faut voir ce que le futur méta nous réserve, mais je mettrais bien une petite pièce sur Charizard. Ok. Retour de Karizef pour Moonsdust. Florian, sur cette question. Récemment, ce qui m'a le plus fait de l'œil, c'était donc soit des le jeu tempo blanc-bleu, donc d'Enic, qui est d'ailleurs perfait au Prime, soit la liste très intéressante et plutôt pertinente. Et à l'inverse, dans les jeux un peu plus tournés vers l'attaque, des jeux 4 couleurs, en gros, où le top end c'est Monarch et Takes the Initiative. Donc probablement couplé soit de partenaires, soit couplé de Friend Forever, avec des elfes. Donc myriade de cartes qui permettent de prendre une initiative. Ça a tout à fait sa place ici maintenant que
Ask, est-ce que tu veux répondre? Est-ce que tu veux parler aussi sur cette question pour toi, en tant que joueur? J'ai l'impression que Agro est légèrement rentré dans le format, mais ouais, je pense que Red Dead Queen et Burn, représentés par Karizev, euh, peuvent encore s'exprimer. On a vu des travaux qui ont été faits sur Jury. Il me semble que Oga, qui n'est pas un deck à mettre à l'écart non plus. Donc, même si les généraux sont sûrement moins attrayants en tant qu'aggro plutôt qu'en tant que contrôle, je pense qu'il reste quand même assez d'espace dans le format. On puisse avoir des decks véritablement aggro et pas trop orientés tempo ni midrange. Donc voilà, je pense que le format n'exclut pas ces archétypes. Et je serais plutôt content de voir comment cela va évoluer. Mais pour le moment, je ne suis pas trop inquiet, même si l'archétype est légèrement moins représenté que les autres dans le format. Et ne nous inquiétons pas, Wizard saura nous fournir de nouveaux jouets pour relancer. Ragavan. Il est déjà parti, lui. Très bien. Alors du coup, Ask et Lanon, le mot de la fin pour toi avant les remerciements. Alors, Tous tes il les me espoirs semble pèsent sur toi. ma réaction unique à cette annonce, je pense qu'elle ressemble à peu près à ça, qui est un sad Poyo concernant Minsk et Boo. Je pense que je m'essuierai les larmes avec un hamster. Sad Poyo tout le monde et profiter d'un format avec un deck oppressant en moins. Je pense que le format est très bien comme ça et on a l'habitude de beaucoup pleurer, que ce soit en ligne ou sur les streams. Ce serait bien aussi de profiter du Duel Commander dans sa forme actuelle. Eh ben, je pense que beaucoup de choses ont été dites ce soir, en tout cas. Merci Florian Trott et Moondust d'avoir joué le jeu ce soir, d'être venus nous parler de l'annonce et d'avoir répondu aux questions de Askeladon et des différentes personnes du chat qui ont posé des questions. Désolé à ceux qui n'ont pas eu de réponse précise, ou en tout cas pour des questions, il y avait beaucoup de questions et peu de temps, mais n'hésitez pas à repasser la prochaine fois pour les reposer si vous sentez que vous n'avez pas eu, vous avez été manqué de justice, lésé. En tout cas, voilà, si vous sentez que votre question est toujours aussi pertinente dans 2 mois, n'hésitez pas à la reposer et on essaiera de la refaire passer avec volontiers. Merci à Skeladon d'ailleurs pour être venu avec tes cartes, voilà, la carte d'ailleurs, pour voilà, sur les interrogations des bans et des unbans potentiels ou urgent, pas urgent pour ou interrogation pour le duel commander. Voilà. Est-ce que Florian, Moondust, est-ce que vous reviendrez? Est-ce que dans 2 mois, lors de la prochaine annonce, vous souhaiterez repasser en live, sachant que Moondust, toi c'était ta première. J'espère que l'exercice s'est bien passé. Oui, très bien. Bah, éventuellement, après, on va voir. Important que tout le monde puisse s'exprimer au sein du comité, donc on verra comment on s'organise. Mais bien sûr, Florian Trott est tellement beau qu'on l'envoie à chaque fois, donc Ah, les gens pleurent s'il est pas là. ah bah, je les comprends. Merci en tout cas à vous trois. Je rappelle que évidemment le replay sera disponible mercredi sur la chaîne YouTube, les chroniques du Commander. Fin de journée, vous pourrez avoir accès à l'intégralité de ce live. Vous avez également, si vous êtes déjà abonné via un Prime ou un abonnement Twitch, vous pouvez déjà, juste après le live, pouvoir profiter du replay si voilà, vous ne souhaitez pas attendre mercredi. Et puis voilà, puis, je pense que sinon on se retrouvera d'ici 2 mois pour une nouvelle annonce avec Dominaria United qui va arriver et qui voilà, sera peut-être un prémisse avant l'unban suivant, qui je pense par contre sera peut-être très corsé avec Warhammer 40 000 en fin d'année. Merci Florian, merci Moondust et merci Askeladon pour ce soir. Merci de tout. Voilà. Et évidemment, Prenez merci. soin de vous. Des bisous, prenez soin de vous. Des bisous à tous, passez une très bonne soirée. Et à très Ciao. bientôt. Bye. Et je remercie au passage Epic Fab qui s'abonne pour le Prime. Très bon timing à toi, Epic Fab. Merci à toi. Très bonne soirée à tous. Merci à tous et à très bientôt chez les Chroniques du Commander. Bye bye.